Eh bien, bonsoir et bienvenue dans Parlons Art. Attendez, l'émission a commencé. Le prénom du gamin, c'est marqué le jeune héros. On commence par Gabrielien. Et c'est sa rencontre avec un vendeur de glaçons. Il ne faut pas confondre canif avec caniche. Je l'adore, c'est exactement pour ça. le public. Il découvre que Romain... Romain, je vais niquer. Je savais que cette phrase ne mènerait nulle part. Depuis le début, là, c'est gardé dans le montage. Hein. Eh bien, bonsoir et bienvenue dans Parlons Art. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, vous êtes dans un nouveau focus et on va vous parler de notre top film 2025 respectif. On va faire la liste de nos films préférés. Avec à mes côtés, comme toujours, notre cher Tristan. Le bon vieux Tristan. Comment il va ? Ouais, toujours très bien. La forme Pour en parler de cinéma. cette année 2026 finalement. Grave Premier qui va podcast, s'annoncer gargantuesque. Fait que je trouve un adjectif que je ne comprends pas. Qu'on n'a jamais dit à l'écran, comme ça vous l'avez. On va découvrir le top de chacun, ce qu'on ne se le laisse pas spoiler. C'est en vrai. tout cas, pour ma part, je sais pas trop ce que t'as mis, j'ai des petites idées, mais voilà. Oui. Et Moi aussi, j'ai des grandes idées de ton côté, mais des grandes idées. Mais en tout cas, toujours des grandes idées. Hein. voilà, il y a que des bonnes et grandes idées chez Parlons Art, et surtout ce top va être super, ce podcast va être super. Bah bien sûr, c'est Il est toujours super. Il est filmé pour vos yeux, vos oreilles. On espère que ça va vous plaire. On fait le grand bilan de 2025 pour entamer cette année 2026 comme il se doit. N'oubliez pas de vous abonner au podcast et de nous retrouver sur Instagram @parlonsart.podcast pour ne rien rater de nos actualités. Si vous nous écoutez sur les plateformes, sachez, comme je vous l'ai dit, que le podcast est filmé, donc il est disponible sur YouTube. Donc Très n'hésitez pas à aller important voir d'aller le ça. voir sur YouTube. On se fait C'est- chier à faire une belle lumière, à faire un Surtout beau cadre. Tristan. Allez regarder quand même. Voilà, ça a quand même Et aller plus de suivre saveur. nos comptes respectifs. Exactement. Chez Faux- Ah bon, on fait sa pub comme Vas-y, on fais peut. ta pub. Il faut. En 2026, il faut. En 2026, on focus argent, argent, argent. Alors faites percer ce podcast, s'il vous plaît. Si vous avez des partenariats, c'est le bon moment. Exactement. Non, mais il est donc l'heure de commencer ce top film 2025. Ok, Tristan, et ben à toi l'honneur finalement. À moi l'honneur. Et à toi l'honneur, tu vas Je commencer lance, ce ce- top 2025. Ok. On fera nos hors top ou les films qui auraient pu être dans le top à la fin. Ouais, si tu veux, sachant que moi j'en ai pas vraiment, parce que je pense, pour être tout à fait honnête, j'ai vu de films sortis en 2025 au cinéma et sur les plateformes, j'en ai peut-être vu une quarantaine, quelque chose comme ça. Moi j'ai Ce qui regardé, est pas énorme, j'ai hein. vu 170 films en tout et une L'année dernière cinquantaine. Cette année, ouais, enfin Ok, en oui, 2025. 2025, pardon. Et je crois que j'ai vu dans le 100... Ouais, c'est ça, 170 et une cinquantaine de films sortis cette année. Ok, c'est pas mal quand même. Donc, c'est pas énorme, ça fait pas beaucoup pour faire un top, mais ça permet d'avoir une idée un peu globale. Donc voilà. Donc je commence avec le 10e, qui est tout simplement F1 de Joseph ok. Kosinski. Il est quand même dans ton top. Il est évidemment... Enfin, j'hésitais à le mettre, Ouais. mais je me suis dit, il va bien à la 10e place. C'est-à-dire que c'est pour moi le plus gros film de divertissement qui est... Attends, je fais le synopsis avant parce que tu me critiques toujours pour dire que Oui, je c'est fais vrai. jamais le synopsis. Là, je les ai notés. Laisse-moi un peu de temps pour les faire. Je n'ai rien dit. Sonny Hayes était le prodige de la F1 des années 1990 jusqu'à un terrible accident 30 ans plus tard. Devenu pilote indépendant, il est contacté par Ruben Servante, patron d'une écurie en faillite, qui le convainc de revenir pour sauver l'équipe et prouver qu'il est toujours le meilleur. Aux côtés de Joshua Pierce, diamant brut prêt à devenir le numéro 1, Sonny réalise vite qu'en F1, son coéquipier est aussi son plus grand rival, que le danger est partout et qu'il risque de tout perdre. Sympa ce petit synopsis. Ouais. Bien fait de le noter. Ah bah, complètement. Pour une J'espère fois. bien que tu l'as fait pour les autres. Ah oui, je l'ai fait pour... Non, donc comme je disais, j'ai hésité à mettre, mais je me suis dit, tiens, un grand film de divertissement, j'en ai pas d'autres dans mon top, et je me suis dit, la 10e place, c'est une bonne place pour ce film. C'est quand même un des films qui m'a donné le plus de frissons au ciné cette année. Je l'ai vu, je crois, 2 fois en une semaine. J'ai adoré, je trouve qu'il y a beaucoup de choses. D'ailleurs, on en a parlé dans un close-up, ça permet de Oui, renvoyer tout à vers fait. le On a fait close-up. un close-up Bon, sur bah, je vais F1. essayer de faire vite parce que sinon ça va être redondant. Mais j'ai aimé toutes les idées qu'il y avait. Alors oui, c'est pas hyper réaliste et je pense que ceux qui sont vraiment à fond F1, les pilotes, etc., comme il l'avait dit, il y a plein de choses qu'ils voient où ils disent bon oui,
ça les fait rire. Mais en même temps, c'est un très bon film de divertissement. Ça a plu et ça a pu amener aussi un nouveau spectateur, peut-être vers la Formule 1, comme l'avait fait la série Formula One sur Netflix. Donc je trouve que c'est un très bon film. On en avait parlé. Ce réalisateur, Joseph Kosinski, comme il avait fait Top Gun Maverick, Ouais, exactement. on s'était dit il faut qu'on lui donne plus de cinéma d'action. C'est un vrai réalisateur de cinéma d'action qui arrive à procurer des vraies émotions. Et en plus, là, il est entouré de Hans Zimmer à la musique. Donc je trouve qu'il y a un beau package avec le Brad Pitt en légende qui nous fait croire qu'il pourrait être un pilote de Formule 1 de 21 ans, alors qu'il en a 70 piges. Donc 60, mais 60, ça reste quand même déjà ça reste impressionnant. quand même énorme. Ouais. Mais on y croit, je trouve qu'on y croit à ces personnages, on croit à leur histoire. En tout cas, on a envie et on est happé par tout le film, je trouve. Les courses sont super bien filmées, on est dans l'action. Le fait de l'avoir vu au cinéma, je trouve que c'est pareil, on était à fond. Et moi qui regarde de plus en plus, qui m'intéresse de plus en plus à la F1, je trouve que c'est des bons films pour faire tremplin et pour donner envie aux gens de regarder de plus en plus ce sport, quoi. Qui est en fait tu découvres aussi un peu les backstage, tu te rends compte que c'est un vrai travail d'équipe, que je trouve qu'on ressent vraiment ça dans ce film, ok, il n'est pas tout seul, c'est pas juste le pilote, c'est l'équipe complète, il y a toutes les recherches, le développement autour de la voiture, autour des stratégies, quelles sont les stratégies. On voit que Sonny Hayes, il a aussi une expérience d'autres courses qui peut amener à la F1 qui est intéressante, tu vois. Donc ouais, non, très très bon film. Très bon film de divertissement, le meilleur que j'ai vu cette année pour ma part. Donc voilà, en 10e position. Très intéressant. Qu'est-ce que tu nous as mis toi en 10e position, j'ai amené Un simple accident de Jafar Panahi, qui était la Palme d'Or finalement. Voici le synopsis. Iran de nos jours, un homme croise par hasard celui qu'il croit être son ancien tortionnaire. Mais face à ce père de famille qui nie farouchement avoir été son bourreau, le doute s'installe. Je trouvais intéressant de le mettre à la 10e place. Je l'ai vu à une séance de nuit, etc. Parce que c'était la Palme d'Or finalement. Et aussi avec ce regard en me disant, j'ai dû voir peut-être 5 films grand max du Moyen-Orient, qui venaient du Moyen-Orient, donc c'est très très peu. Hein. J'avais vu La Loi de Téhéran il y a quelques années, pour ceux qui connaissent ce film, qui avait fait un peu parler et qui m'avait bien surpris. Et en fait, j'ai retrouvé un peu ce style de narration qui est complètement différent d'un film hollywoodien, hein, oui. on va pas se le cacher, et qui relève vraiment de son propre cinéma, un peu comme on peut avoir avec le cinéma français. On est vraiment sur des standards qui sont complètement différents. Une narration qui est plus libre et qui va laisser plus libre cours justement aux personnages et au dialogue, je trouve. Ça parle beaucoup, effectivement. On va voir aussi beaucoup de plans séquences qui vont laisser les séquences se dérouler, et on va pas être vraiment dans le cinéma d'action ça va vraiment être raconter des histoires avec des points de vue différents sur la situation, et en plus dans un pays qui est en proie à des difficultés de plein d'ordre finalement, et c'est super intéressant de voir ce film déjà dans sa conception qui relève presque du miracle, hein, parce que Clairement. le réalisateur a été emprisonné pour ses œuvres avant. Il a tourné le film sans autorisation. Les acteurs, pareil. Est-ce que ça se ressent dans le film ou... On peut apercevoir en arrière-plan, on va dire, des personnes qui regardent un peu bizarrement les personnages, et notamment les femmes, parce qu'en fait, dans le film, elles sont pas voilées alors que c'est une obligation dans ce pays-là. Donc il y a quand même un côté cinéma-vérité qui est assez impressionnant. Ouais, j'imagine. Et voilà, sans autorisation, etc. Donc rien que pour ça, chapeau d'avoir osé tout simplement faire un film comme ça. Et en plus, ça traite directement un petit peu du régime en place, etc. Oui, et ça, c'est très actuel. De finalement comment on peut remettre en cause un tortionnaire s'il te dit absolument que c'est pas lui, etc. Mais on est presque sûr que c'est lui. Donc en fait, on se place un peu, nous, à ce moment-là, en tant que bourreau aussi. Donc il y a un jeu de chat et la souris qui est très intéressant de ce point de vue-là. Et rien que pour ça, c'est une super découverte. Et surtout, je vous invite, si vous voyez le film, à vous rappeler de la fin et de ce que je vous dirai là, parce que la fin, elle est magistrale, je trouve, et ça vient relever d'une note ou deux, je trouve, le film. Elle est vraiment très impressionnante. Moi, c'est, je pense, ma fin préférée des films que j'ai vus cette année. Okay. Parce qu'elle est vraiment...
elle est très surprenante et très saisissante en fait, et jusqu'à la fin t'es sous tension et c'est assez glaçant de ce point de vue-là. Donc voilà. Un simple accident, moi j'ai trouvé que c'était vraiment du bon cinéma. Et ben rattrapé pour ma part, parce que j'ai loupé celui-ci. Voilà, de toute façon, je pense qu'on va avoir un top très différent, comme tous les ans finalement. Complètement. On a souvent des goûts très très différents, donc je t'invite à donner ton top 9. Mon 9e, j'ai mis Mémoire d'un escargot. En Australie, la jeune Grace Pudell est séparée de son frère jumeau après la mort de leur père. Placée dans une famille d'accueil gentille mais distante et impuissante d'aider son frère placé chez des religieux intégristes, elle se renferme sur sa passion pour la lecture et les escargots, mais se lie d'amitié avec Pinky, une vieille dame farfelue qui va lui redonner goût à la vie. C'est mon seul film d'animation de l'année, c'est pour ça aussi un peu que je l'ai mis dans la même optique que F1. Oui, pour qu'il complète un peu le top. Exactement, parce que après c'est assez différent et voilà. Et j'avais envie quand même, je suis tellement fan d'animation et de cinéma d'animation, et encore plus avec celui-là parce que c'est même pas de l'animation, c'est du stop motion, mais je sais pas, j'aime beaucoup ce type de cinéma qui peut se permettre énormément de choses. C'est ce que je dis souvent quand je parle de cinéma d'animation, c'est ce truc de tu découvres un autre univers, il peut être créé de toutes parts. Je trouve qu'il y a plus de liberté, de liberté de style de plan, de plein de choses. Et j'ai trouvé Mémoire d'un escargot assez original. Déjà, il est très efficace, il dure qu'1h30, ce qui est plutôt rare pour des films d'aujourd'hui. Et en fait, on a une histoire qui est quasi... Enfin, le film est quasiment... Enfin, t'as une narration par le personnage du coup principal de Grace, qui narre tout le film. Ce que j'aime énormément, c'est cette voix off qui vient te décrire un peu ce qui se passe à l'image. On a quasiment pas de dialogue ou très peu. Et en fait, je sais pas, j'ai trouvé qu'il y a une beauté et quelque chose de très poétique qui se dégage, alors que visuellement, ça pourrait effrayer un enfant. Je sais pas si tu avais déjà vu des images de Mémoire d'un escargot, mais ça reste du cinéma, voilà, avec, je sais pas si c'est pâte à modeler, je sais pas si c'est comme ça que ça se dit, mais voilà, c'est avec de l'argile peut-être, je sais pas mais je me suis pas assez renseigné sur comment a été fait le film, mais en tout cas visuellement les personnages ils sont pas très attrayants, on a quelque chose de même dans les couleurs qui sont utilisées, de très terne, de pas très joyeux, et pourtant le personnage de Grace nous raconte une histoire qui est à la fois très triste et à la fois qu'il y a certain message d'espoir. J'ai trouvé qu'il y a quelque chose qui se dégage de ce film qui est assez beau, qui est encore une fois très poétique, et qui moi m'a beaucoup plu. Je l'ai rattrapé très récemment en plus parce que j'en avais tellement entendu parler. Je pense que toi aussi t'en as beaucoup entendu parler de ce film. Ça fait longtemps en plus qu'il est sorti, et je suis content de l'avoir découvert. Je trouve qu'il est efficace, il nous fait passer par toutes les émotions. On a un personnage qui est attachant, on a des personnages qui sont très attachants. Donc voilà, c'est un très bon film. La musique est très très belle aussi. Voilà, que dire de plus, non, foncez le voir, ceux qui l'ont pas découvert. Je pense que c'est un film qui, même si on en a entendu beaucoup parler, n'attire pas forcément par la bande-annonce, par les images qu'on peut en voir, et pourtant ça marche hyper bien, et voilà, je suis content de l'avoir découvert, et c'est pour ça qu'il est dans mon top de cette année. Et bah t'as bien raison en tout cas de mettre un film d'animation, parce que je n'en ai pas. Non, ça j'imagine bien, je ne suis même pas surpris. Comme souvent malheureusement. Mais en même temps, tu vois, à part celui-là, moi je vois pas lequel mettre non plus. Il y a pas rien qui t'a marqué cette année. Ça sera en série, mais je donnerai pareil à la fin, série que j'ai bien aimé. Mais c'est tout. C'est vrai que je me creuse la tête, même moi qui suis pas un expert. En cinéma d'animation, il n'y a rien cette année. Il y a eu, il me semble, Vice Versa 2, mais... Zootopie 2. Il y a eu Zootopie, mais bon, ça relève pas du miracle. Hein. Ouais. Enfin, j'ai même pas vu Zootopie, mais... Ok. Et intéressant. Mais voilà. Mais du coup, ça c'est cool parce que c'est pas vraiment un film d'animation vu que c'est du stop motion, mais ça rentre. Si, quand même, ouais. Voilà, ça rentre dans ce thème. Oui, c'est vrai que c'est de l'animation, c'est pas du dessin, mais oui, ça reste de l'animation. Mais voilà, ça c'est différent de ce que j'ai l'habitude de regarder. Ça m'a donné envie de regarder plus. Je pense à
Ma vie courgette, je sais plus. Ah oui. Bah tous les trucs un peu. Chaque fois tu te moques de moi, à chaque fois que j'ai envie de lancer ces films, mais bon. Non, mais parce que encore une fois, c'est des trucs. Voilà, on a peu l'habitude d'en regarder quand on parle d'animation, donc c'est un peu déconcertant au départ. C'est pour ça, je conseille d'aller découvrir, qu'on aime ou qu'on n'aime pas à la fin. Je pense que c'est intéressant de découvrir d'autres types de cinéma. Tout à fait. Et ben moi en 9e position, et je suis curieux de savoir s'il est dans ton top, mais j'y crois pas trop. J'ai 28 ans plus tard de Danny Boyle. Tellement loin, mec, dans mon top. Je pense qu'il est à 20e place. Alors, je vais vous lire le synopsis. Cela fait près de 30 ans que le virus de la fureur s'est échappé d'un laboratoire d'armement biologique. Alors qu'un confinement très strict a été mis en place, certains ont trouvé le moyen de survivre parmi les personnes infectées. C'est ainsi qu'une communauté de rescapés s'est réfugiée sur une petite île, seulement reliée au continent par une route placée sous haute protection. Lorsqu'un des habitants de l'île est envoyé en mission sur le continent, il découvre que non seulement les infectés ont muté, mais que d'autres survivants aussi, dans un contexte à la fois mystérieux et terrifiant. Le retour d'une saga donc qu'on n'attendait pas forcément, une belle réussite pour moi en termes d'expérimentation technique et visuelle. On est sur un Danny Boyle qui revient après plusieurs années, si je dis pas de bêtises, son dernier c'était Yesterday, donc pas forcément son projet le plus marquant. Et moi c'est un réalisateur que j'aime beaucoup, qui m'a toujours impressionné, on va dire, par des histoires très belles, très touchantes, et un style visuel qui est très impactant, très franc à chaque fois. Et j'attendais vraiment pas forcément ce film. Et pourtant, il a encore réussi à me surprendre sur pas mal de points. Alors après, d'un point de vue technique, c'est vrai qu'il y a des trucs qui m'ont un peu déplu. Toi, je sais que c'est le point noir sur le film. En vrai, c'est pas le point noir, mais le point noir, c'est le scénario pour moi. Mais... Ok. Bah non, moi j'ai trouvé ça assez cool en fait, le fait de revenir tant d'années après et d'avoir une communauté qui s'est construite sur une si petite île en fait, avec ce concept de route qui est relié par la marée, on va dire, montante, un peu comme le Mont Saint-Michel, et qui les protège, on va dire, de toutes les emmerdes. Et finalement, le fait qu'on aille sur le continent, qu'on découvre un peu ce qui est devenu, c'est super réjouissant. Et en plus, ça nous permet comme je disais, d'avoir des premières expérimentations techniques. Donc le film a été tourné principalement à l'iPhone. Ça lui fait mal d'avoir ça, Tristan. Pourquoi faire ? Et je trouve qu'il y a vraiment un côté vraiment sympa dans l'image, dans les nombreux gros zooms qu'il utilise, etc. Moi, j'aime beaucoup. J'aime moins quand il filme de nuit, etc. Je trouve qu'au niveau de la lumière, c'est un peu dégueulasse à pas mal de moments. Je pense notamment à la discussion entre l'enfant et son grand-père où, en plus, il casse la règle des 180. Enfin, il y a des trucs qui m'ont un peu saoulé. D'un point de vue technique. Ça reste la première séquence. La première séquence. Pas oui, de regarder un dessin animé. Ah oui, c'est vrai que la toute première séquence, je me suis dit, ça va pas le faire du tout. Et pourtant, après, moi, j'ai trouvé ça plutôt beau et plutôt intéressant, tous les procédés qu'il utilisait. Et pour montrer aussi la furtivité, la grandeur des infectés, à quel point ils sont dangereux, en fait. Je trouvais que c'était ultra nerveux dans son montage. Et oui, ça, c'est sûr. Ça, c'est toujours une des grandes forces de Danny Boyle en termes de rythme. Donc, j'ai trouvé que ça marchait assez bien. Et puis enfin, il explore un nouvel univers. Alors ça, après, on aime ou on n'aime pas, mais j'ai trouvé qu'il y a des personnages assez forts. Alors peut-être que confier le gros de l'histoire à un enfant, c'était peut-être pas l'idée que j'avais au départ, mais on sait à quel point tu aimes les enfants dans les films. En fait, les enfants acteurs, c'est toujours compliqué. Il y en a des très bons. Je vais pas dire qu'il est mauvais dans le film, mais j'ai du mal à m'attacher à lui, en fait. Oui. C'est plus ça le problème. Mais je trouve qu'il y a des protagonistes autour qui marchent très très bien. On a Ralph Fiennes qui est quand même assez impressionnant, on a Aaron Taylor Johnson et on a Jodie Comer aussi qui joue la mère, qui est très touchante dans le film. Et je trouve que ça raconte quelque chose. Je trouve que c'est une belle histoire. À voir ce que ça va donner après d'avoir une suite directe au film. Est-ce bien nécessaire? Je ne sais pas, mais comme on pouvait se dire avec ce troisième film finalement. Moi je l'attends un peu plus. Ok. Parce qu'il n'est pas réalisé par Danny Boyle et que j'avais aimé haine. C'est pas que j'aime pas Danny Boyle, au contraire, moi j'ai adoré Trainspotting, mais je trouve qu'avec 28 ans plus tard, ça ne me plaît pas du tout. Oui, et j'avais adoré le deuxième 28 semaines plus tard. Qui n'était pas réalisé par Danny Boyle. Qui n'était pas réalisé par Danny Boyle. Donc je m'interroge sur ce que va être
Le deuxième. Après, ça m'a fait un peu peur parce qu'on a vu des images et que ça a l'air de se concentrer sur le groupe de la fin Oui, de Ninja. de Ninja. Ça, qui c'est le était seul ridicule. truc où... Bon. Mais en même temps, tu te concentres peut-être un peu plus sur Ralph Fiennes. Donc, en fait, ça peut être intéressant. Mais... J'ai quand même énoncé pas mal de trucs qui me déplaisent dans le film, mais ça reste du Danny Boyle et moi j'ai vraiment adoré le global, en fait, l'histoire, comment c'était réalisé, la plage, mais la plage c'est super, tu vois. Ah oui, complètement. Le film La Plage est évidemment mon film préféré. Donc moi, j'adore quasiment tous ces films, donc il n'y a pas de souci. Mais voilà, c'est moi, le fait que... je suis un peu moins fan de son travail dans les 28 ans. C'est juste ça. Ouais. Enfin, dans les 28 jours. 28 jours et 28 ans plus tard. Et voilà, tout ça, j'ai un peu plus de mal. Mais après, encore une fois, je peux comprendre, il y a des points positifs et c'est sûr qu'il y a des innovations techniques qui sont dingues. Ce qu'il arrive à faire avec... les infrarouges ou des points de vue des zombies justement, ce qu'il arrive à faire avec les headshots, des killcams, etc. Tout ça c'est hyper impressionnant. Mais il y a aussi plein de choses qui me dérangent et en partie le scénario que je trouve assez plat et assez vide en fait, il a fait un film très court et je comprends pas pourquoi, parce que il aurait pu se permettre de faire un film un poil plus long et de développer plus de choses. De raconter plus de choses, Surtout que je trouve que le point de départ était hyper intéressant sur cette île, etc. Mais bref, de toute façon, on en a déjà parlé, on en a fait aussi un close-up sur 28 ans plus tard. Donc voilà pour ma 9e place. Non, mais je comprends. Mais de toute façon, on était assez pas en accord sur la fin du film. Ouais, donc, complètement. Je comprends totalement. Et tu peux y aller pour ton 8e film, je pense. C'est le film Black Dog de Ruan Wu. Je sais pas si ça se dit comme ça. Pays de production, c'est la Chine. Donc, Leng, la trentaine, emprisonnée à cause de son implication dans la mort d'un homme, sort de prison et retourne dans son village natal, près du désert de Gobi. Alors que les Jeux de Pékin 2008 approchent, il est embauché pour capturer les très nombreux chiens errants qui s'occupent des quartiers abandonnés destinés à être détruits. Il recueille alors un chien noir accusé de porter la rage qui effraie les habitants. Leng et le chien s'attachent silencieusement l'un à l'autre. Tout à fait. Mais je me souviens, quand on l'a vu, effectivement, on ne savait pas à quoi s'attendre. Exactement. Et moi qui dis toujours, il faut que je regarde plus de films asiatiques parce qu'à chaque fois, c'est un vrai coup de cœur. Je ne le fais jamais. Le pif, il y en avait un que j'ai adoré. Et en fait, il est dans mon top en fait cette année parce que le film m'est resté en tête depuis En plus, on l'a vu très tôt dans l'année. Ouais, c'est vrai. Et en fait, depuis, je repense à l'image. C'est ce que moi, c'est ce que j'aime dans le cinéma asiatique. C'est un cinéma qui me parle énormément parce que c'est un cinéma qui est assez lent, qui prend le temps. C'est des cadres fixes avec des belles images où il travaille énormément la composition, la lumière, tout ce que ça raconte. Je trouve que c'est une force et ça l'est confirmé pour la plupart des gens pour Parasite, tu vois ce que je veux dire. C'est des cadres qui sont tous assez parfaits, etc. Moi, c'est quelque chose que j'aime énormément et je trouve que je le retrouve quasiment à chaque fois dans les films asiatiques et je l'ai retrouvé énormément dans celui-là. Sachant que le scénario de base, il fait un peu peur parce qu'on se dit ok, bon, c'est l'histoire d'un mec qui s'attache à un chien et qui doit le garder. Comme ça paraît un petit peu bon. On se dit, ça va pas être hyper intéressant. Et en fait, pas du tout, parce que ça parle aussi des relations humaines, ça parle aussi de la situation du pays à cette époque-là, ça parle d'énormément de choses. Et pour nous qui connaissons moins, justement, qui avons moins eu de cours d'histoire sur ces périodes-là, qui connaissons moins tout simplement, et je trouve que c'est intéressant d'avoir aussi ce point de vue-là de la part d'un réalisateur qui a vécu là-bas, qui connaît, qui sait de quoi il parle. Et je trouve que ça m'a touché. Je trouve le scénario hyper touchant de base. Ça casse pas trois pattes à un canard, tu vois ce que je veux dire. On n'est pas sur un cinéma où tu vas en ressortir, t'en as pris plein les yeux. Non, c'est plus, il t'a fait réfléchir, il a pris le temps, t'as pris le temps de rentrer dans le film, de ressortir du film. Voilà, c'est un film qui prend le temps, qui est encore une fois beau. La musique était très belle. L'acteur, je le trouve, qui joue extrêmement bien. Il y a une complicité, voilà, il y a un truc qui se crée entre le chien et lui. Je sais pas si c'est une... Moi qui adore, alors voilà, j'adore les chiens, donc forcément ça m'a énormément plu, mais je trouve qu'il y a quelque chose de beau qui se crée entre eux, de fort,
et qui résonne énormément, voilà, avec les relations humaines, avec tout ce que quelqu'un qui est rejeté, comment quelqu'un qui va l'accepter par ses différences va être vu de la part des autres, parce que du coup quand il accepte le chien différent, il est rejeté par tout le monde, et du coup tu as ce truc de ok, donc oui, ça fait résonance évidemment à la discrimination envers n'importe qui de différent dans un endroit, encore une fois, parce que ça dépend évidemment du lieu, etc. Là, c'est les chiens qui étaient dans chiens errants dans cette partie du pays à ce moment-là, mais ça résonne avec plein de situations partout dans le monde. Donc j'ai trouvé ça hyper intéressant, et le fait de le faire passer ce message-là, entre guillemets, via une relation avec un animal, je trouve que ça marche assez bien. Donc voilà, moi c'est petite reco que je peux que proposer sans tomber dans le pathos avec une histoire entre un chien et un humain. C'est souvent ça peut finir en Belle et Sébastien un peu trop pathétique, magnifique, le lien est génial. Et là, avec le Clovis Cornillac. Bah non, mais en fait ça fait pas conte pour enfants non plus. Non, en fait, du on reste tout. sur quelque chose d'assez mature, etc. C'est ce qui est génial. Qui développe une très très belle image aussi, des très beaux visuels. Qui montre aussi une Chine différente que nous, étrangers au pays, on ne connaît pas, et Exactement. que moi qui m'intéresse fortement également de découvrir, surtout une partie plus rurale, on va dire, de la Chine, à une période clé de son histoire. Totalement, les Jeux de Pékin, qui sont forcément très importants pour les pays, les Jeux Olympiques. Donc moi, c'est aussi un film que j'ai beaucoup aimé, mais qui est en queue de peloton, malheureusement, qui est en tout petit peu en dehors du top 10, donc je peux comprendre. Et encore une fois, tu vois, aimé aussi. Comme tu disais, la ville, c'est beau parce que la ville on ressent qu'elle a du vécu. Je trouve que là où il filme, tu vois, on sent, même dans ce qu'il mange, je trouve qu'il y a un truc qui est ancré dans le vrai dans ce film, qui moi m'a vraiment touché. Et je sais pas, en plus on l'a pas vu dans une super grande salle, et je sais pas, j'ai pris une claque visuelle sur ce film, et ça m'a encore plus donné envie de voir d'autres films, de pourquoi pas ce réalisateur-là, mais surtout d'autres films asiatiques. Je t'en ferai découvrir quelques-uns. Complètement. Et ben moi en 8e position, et je vais en parler rapidement parce que c'est The Holy Boy de Paolo Stripoli. Voilà, parce qu'on a vu quand même pas mal de films au PIF Festival, qu'on a couvert il y a quelques semaines maintenant. N'hésitez pas à aller écouter les épisodes et les interviews associées sur YouTube. Moi je m'en suis autorisé un aussi. Tu t'en es autorisé plusieurs ? Un peu plus, ouais. Okay. Un peu plus, 2, voilà, pour le dire très clairement. Honnête. En soi, c'est des films... Peut-être. Non, je spoil. Peut-être. En soi, c'est des films sortis en 2025, mais sûr. Pas en France forcément, qui ont pu tourner dans des festivals en France. On s'est permis de les mettre quand même parce que potentiellement c'est des films qui malheureusement ne sortiront pas spécialement en France. Ou peut-être en 2026, mais du coup c'est en une 2026, bonne reco, mais voilà, c'est quand même déjà une reco en avance, effectivement. Mais il y en a certains où peut-être qu'ils sortiront pas en France, donc autant en parler plutôt que jamais finalement. C'est pour ça que je voulais parler de The Holy Boy rapidement, qui m'a fait beaucoup d'effets. Voici le synopsis. Un professeur d'éducation physique s'installe pour son travail dans un paisible village de montagne en Italie. Il découvre bientôt que la tranquillité apparente du lieu cache un secret inquiétant qui menace de bouleverser sa vie et celle des habitants. Et pourquoi il m'a intéressé ? Parce que c'est une façon très intéressante, j'ai trouvé, de parler de spiritualité. De ce point de vue-là, on a aussi un cadre hyper différent. On est dans un peu les montagnes italiennes, etc. Et on découvre le thème récurrent qu'on peut avoir dans certains films d'un village très soudé et un peu renfermé. Le réalisateur avait cité The Wicker Man, donc ça c'est une très belle référence de film un peu sur le village un peu à part, etc. Moi je pense aussi à The Village de Shyamalan. Moi je pensais un peu à Midsommar, qui est complètement différent dans le style, bien sûr, mais qui reprend ce terme de communauté. De communauté, village un peu ésotérique, un peu dans son coin. Et de ces personnes qui arrivent et qui ne comprennent rien à ce qui se passe. Qui se sentent un peu étrangères en fait dans cet environnement. Alors que qui se sentent différentes alors qu'ils ne le sont pas. Oui, voilà, c'est ça qui est hyper intéressant. C'est exactement le bon terme. Et donc ça m'a fait beaucoup d'effets. J'ai trouvé qu'il y avait plein d'images marquantes, une narration vraiment
très joli et qui pouvait se rapprocher d'un cinéma d'auteur français mais à l'italienne, donc qui permet de découvrir une autre richesse de culture et de références de ce point de vue-là. J'aime beaucoup leur langue aussi, donc Bien sûr. En VO c'est très sympathique à voir. Et puis comme tu l'as dit, c'est vrai que filmer ce type de village, que ce soit un village français ou italien, c'est tout de suite ça apporte quelque chose de vraiment beau à la caméra tout de suite. Oui, et puis qui peut finalement nous parler. Ça pourrait être un village dans nos montagnes françaises. Complètement, les chalets en bois, voilà, ça me rappelle un peu les stations de ski et tout. Complètement. Donc moi c'est un film que j'ai beaucoup aimé et j'espère qu'il sortira en France. C'est pas encore confirmé, mais The Holy Boy de Paolo Stripoli, voilà, si vous avez l'occasion, foncez le voir. Franchement c'est une très très bonne. Il aurait pu être dans mon top. Il est pas. Ok. Non, je m'en suis limité à un parce qu'on en avait discuté, est-ce qu'on l'aimait, est-ce qu'on l'aimait pas. Je m'en suis mis un. Mais de toute façon, il y a beaucoup de choses, donc c'est cool. Voilà. En 7e position, j'ai mis Small Think Like This. Tu sais, je fais un effort sur l'accent. Attends, tu ne mentiras point. Avec Cillian Murphy. Ah oui, je lis le synopsis complètement oublié ce film. Pour te rappeler. T'es le seul à l'avoir vu, hein, pour le coup. Tu l'as pas vu, toi ? Non, je l'ai pas vu. Donc, c'est de Tim Mielant. Je sais pas si c'est comme ça se dit. Bah, c'est écrit comme ça, donc moi je le dis comme ça. Irlande, milieu des années 1980, Bill Furlong, marié et père de 5 filles, possède une petite entreprise qui fournit le charbon à plusieurs habitants de sa petite localité. Un jour où il effectue une livraison au couvent, il est témoin d'une altercation entre une pensionnaire et une religieuse. Et donc c'est un film qui se passe en Irlande, et le cinéma irlandais, c'est très sympa aussi en fait. Ok, mais on en découvre de tous les horizons. Exactement. Ça fait plaisir. Et en fait, c'est ce que j'ai regardé. Un autre film qui est sorti cette année qui s'appelle Steve, avec Cillian Murphy. En fait, Cillian Murphy il est revenu un peu dans le cinéma britannique, un peu aux origines, après avoir fait des gros films avec Oppenheimer, avec Peaky Blinders, tout ça. Il a voulu revenir un peu à ses origines et ça marche hyper bien. Cillian Murphy, déjà, quel acteur. En vrai, enfin, il a un truc, je trouve, dans sa manière de jouer, à la fois très neutre, très charismatique, et où il arrive à faire passer des émotions très subtilement. Je trouve que c'est vraiment le terme, c'est très subtil dans sa manière de jouer. Et ça marche hyper bien dans ce film parce que le film est très lent. Le film, justement, impose un rythme assez lent, en continu. On a beaucoup de plans en voiture filmés de dos où juste on suit ses trajets. Voilà, le film prend le temps et c'est ce que j'ai bien aimé dans ce film. Le sujet est hyper intéressant, le sujet de l'église qui peut toujours être un sujet où il y a toujours quelque chose à dire, où chacun a son avis là-dessus, et du coup c'est cool aussi d'essayer de parler aussi un peu de cette partie sombre des couvents et de ce qui s'est passé à certaines époques qui peuvent encore résonner avec aujourd'hui. Enfin, il y a un sujet qui est hyper intéressant dans ce film, qui est l'église, et il y a ce personnage du coup de Bill qui est un personnage qui a envie d'aider, qui en même temps, lui, il vit sa petite vie tranquille, il a une famille, il a des enfants, il a une maison, enfin tu vois, il est tranquille, et en même temps, tu sens qu'il a envie parce que ça lui est très propre, et tu vas le découvrir au fur et à mesure du film, pour pas que j'en dise trop, mais il y a beaucoup de flashbacks en fait. C'est peut-être le seul point qui est un peu plus négatif pour moi, c'est que ça enchaîne, ça entremêle tout le temps. C'est-à-dire ça pourrait l'être pour moi aussi. C'est presque un pot de chiasse. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire que tu passes d'une séquence actuelle à une séquence flashback, une séquence actuelle, une séquence. Lui qui se prend une torgnole par sa mère dans sa jeunesse, c'est vraiment ce genre de truc. Non, mais c'est intéressant parce que en fait, ce qu'il vit dans son truc actuel, ça fait écho à ce qu'il a vécu évidemment dans le passé. C'est pas juste pour faire joli, mais c'est toujours les flashbacks. De toute façon, je trouve que c'est nécessaire, mais c'est toujours compliqué. Dose, quoi. Et encore, là, ça va parce que je trouve que c'est assez bien fait. Mais t'as celui où ils utilisent une caméra différente en noir et blanc, avec un halo sur les côtés où tu sais pas trop quoi. Et puis allez, pour parler de son passé, il y a son père qui l'appelle depuis sa chambre. Gamin, monte. Il a une batte de baseball dans les mains. On sait ce qui va se passer. On sait qu'il va se prendre une torgnole. Non, donc là, c'est plus subtil et dans tous les cas, c'est nécessaire pour comprendre l'histoire, pour comprendre pourquoi il s'attache à cette jeune fille, pour comprendre, parce que
c'est pareil, il est tout seul à vouloir aider, c'est-à-dire que tout le monde dans la ville fait comme si ça n'existait pas, comme si ce problème n'existait pas, et c'est un peu le seul concerné, et ouais, ça révèle encore une part de la société, je m'y attelle pas, voilà, c'est pas mes affaires, ouais, c'est ça. Je m'y attelle pas, et en fait, t'as besoin de personnes comme lui qui, même si c'est pas ses affaires, et il va essayer de faire quelque chose, il va essayer de débloquer quelque chose. Et ça raconte ça, ce film. Je trouve que c'est très beau. C'est un film qui est pas américain, voilà, c'est un film irlandais, et c'est très, voilà, les petits villages, le petit village irlandais, franchement, c'est très stylé. Franchement, il y a une couleur dans l'image qui est très belle, qui est très terne, très bleutée, parce que on sent qu'il fait nuit très tôt, qu'il fait nuit très tard aussi, enfin tu vois, qu'il commence à faire jour très tard. On sent, voilà, les journées sont courtes, qu'il fait froid, que les gens sont plus souvent chez eux qu'à l'extérieur en train de faire la fête, donc il y a une ambiance pesante de base dans ce village. Il y a toute une partie chez le coiffeur que moi j'avais beaucoup aimé, où il remet beaucoup de choses en question, mais tu as aussi la manière de vivre de l'époque qui est hyper intéressante, t'as construit une maison, en fait, il y a aussi ce truc de tu peux pas déménager. C'est-à-dire que lui, il a envie de déménager parce qu'il est oppressé, entre guillemets, par tout le monde. Il peut pas. En fait, tu déménages pas comme ça à cette époque. C'est-à-dire que t'as ta maison familiale, tu vas pas dans le village voisin, c'est compliqué, c'est même voire impossible. Et voilà, c'est hyper intéressant de voir cette société. C'est à quelle époque à peu près? Je me souviens plus. 1980. Ok, 1980. Oh, ok, pas si vieux, pas mais si quand vieux, même. Mais il y a quand même tu sens qu'il y a une différence énorme avec notre société d'aujourd'hui. Ouais, 45 ans, mine de rien, ça joue quand même beaucoup. Et donc voilà. Petit 7e position. Ok, et ma 7e position, c'est le dernier film que j'ai vu en 2025. Ouh. Donc 7e position surprise qui s'est glissée. J'ai vu sur ton Letterboxd. Oui. Et il s'agit de Train Dreams par Clint Bentley, qui est sorti sur les plateformes, il me semble. Le journalier Robert Grenier est employé comme bûcheron pour aider à l'expansion des chemins de fer à travers l'Amérique. Contraint de passer de longues périodes loin de sa femme Gladys et de leur petite fille, Grenier s'efforce de trouver sa place dans un monde en pleine mutation. La belle découverte de fin d'année, donc comme je disais, avec Joel Edgerton, Felicity Jones, que j'adore cette actrice. On y a William H. Macy aussi qui joue dans le film. On a pas des grosses stars, mais des belles têtes d'affiche et des bonnes gueules de cinéma, je trouve. Et le sujet avait tout pour me plaire. États-Unis. C'est ce que j'allais dire. Non mais vraiment. Non mais c'était le film pour toi. Marketé pour moi finalement. États-Unis, année 1900, dans la campagne, sur des campagnards, clairement. Et le surtout... film que t'aurais aimé faire. Ouais, mais clairement, c'est le genre de film que j'aurais aimé faire, avec plein de mutations différentes, parce qu'on suit le personnage à travers plusieurs époques. Okay. Donc de fin... 1890 jusqu'à 1940, 50 presque. Okay. Donc de ce point de vue-là, on couvre une très très longue période. Le film, et beaucoup de gens l'ont relevé de spectateurs, fait beaucoup penser à du Terrence Malick dans la réalisation. Okay. Et notamment... par la caméra ou par les... Par le style visuel, okay. Effectivement, la sensibilité qui se dégage de ces films. Et notamment, le meilleur exemple pour moi, c'est The Tree of Life. Donc c'est avec Jessica Chastain et Brad Pitt de souvenir, qui est un super beau film et qui va vraiment utiliser des plans avec des mains qui vont filtrer la lumière. Enfin, ce genre de plan un peu très beau et rapprochement avec la nature, avec l'être humain finalement. Moi, c'est des choses qui me plaisent beaucoup. J'ai adoré The Tree of Life. Et là, on est vraiment sur ce type de cinéma très sensoriel, très au contact de la nature, parce que voilà, on est sur un homme qui rencontre une femme, c'est l'amour fou, ils fondent une famille. Et sauf que lui, il est bûcheron, et à cette époque-là, c'est très dur. Il part 6 mois de l'année loin de sa famille. Oui. C'est pas avec des tronçonneuses qui vont couper les arbres, c'est à la main. Je peux te dire que lui, il a des la rentabilité est pas bonne. Voilà, non. Et puis il a des avant-bras, crois-moi, ils sont larges, tu vois. Donc, mais ça, c'est pas bon pour le corps finalement. Qu'est-ce qu'il en fait de ses bras? Il coupe des arbres finalement. Mais le problème, c'est que arrivé à 35-40 ans, t'es déjà usé par la vie. Ah oui. Et tu gagnes pas non plus des 1000 et des 100. Donc en fait, ça montre que une époque très dure finalement. Et surtout, moi, ce que j'ai adoré, c'est de montrer.
Il y a un des plans, et ça spoil pas, un des plans les plus marquants, je trouve, du film, c'est quand il est dans un train et il voit, il est un peu âgé, il voit des voitures passer. Tu te dis, le mec, il a passé quand même une grande partie de sa vie à construire pour des chemins de fer, et en l'espace de 20 ans, les voitures sont arrivées. En fait, il y a une espèce de tristesse absolue dans ce film où les changements à cette période sont arrivés tellement vite que il est dépassé il est un peu complètement partout, dépassé, et il lui arrive malheureusement des malheurs, etc., que vous découvrirez dans le film, et on est sur un personnage qui est désolant, en fait. C'est désolant pour lui, et c'est un film qui est à la fois beau, à la fois inoubliable, et à la fois qui montre la finalité de la condition humaine, on va finir par mourir et on sera oublié. Et c'est très touchant. Le film Good Vibes pour finir l'année, finalement. Bah, y a lors effectivement, d'un bon repas de Noël. C'est pas le film le plus joyeux, mais j'ai trouvé ça d'une beauté absolue, et dans sa manière d'être réalisé, ça colle parfaitement au sujet, et c'est la belle surprise de fin d'année, parce qu'il est sorti qu'au mois de novembre, et je suis content de l'avoir rattrapé au dernier moment en toute fin d'année. Donc Train Dreams, très belle reco pour ma part. On passe au 6e rang. 6e rang, j'ai mis Présence de Steven Soderbergh. Une famille emménage dans une nouvelle maison où une mystérieuse présence hante les lieux. Ah, je voulais le voir, celui-là. Il est exceptionnel. En fait, je suis en train de remarquer que j'ai que des films différents dans mon top. Mais c'est trop bien. Et c'est ce que je crois que c'est ce que j'aime de cette année aussi, c'est que j'ai découvert plein de styles, plein de trucs différents, et je suis très content. Et ce film-là est un film à concept. C'est-à-dire qu'on est pendant 1h40, 1h50 à peu près, 85 minutes 1h25. 1h25 ? Ouais. Ah bah oui, je suis con. 1h25, donc très court. 1h25, la caméra est du point de vue d'un fantôme. Ouais. En tout cas, d'une présence qui hante les lieux. Qui hante pas les lieux parce que c'est pas un film d'horreur. Moi, je m'attendais à un film d'horreur, et en fait, ce n'est pas un film d'horreur. C'est un film qui va plus aller chercher le voyeurisme et aller chercher les relations familiales, comment elles évoluent sans... c'est compliqué à dire sans trop spoiler, mais comment tu vas comprendre et avancer dans l'histoire en n'ayant pas des dialogues, mais en ayant plutôt des situations que chaque personnage et chaque personne de la maison vit. Et en fait, c'est hyper intéressant parce que déjà, c'est un huis clos, on ne sort jamais donc de la maison. Et il y a plein d'effets de style que moi j'adore. Déjà, la caméra en point de vue fantôme, je trouve que c'est une idée de génie. Je trouve que ça marche vraiment bien. Il y a des moments où, déjà, tu as cette caméra qui est ultra flottante, qui est assez géniale. En plus, ils ont filmé avec un tout petit boîtier Sony, ou Lumix, je sais plus. Bref. Et il y a un procédé que moi j'aime beaucoup, que Gaspard Noé utilise. C'est le moment où il y a des coupes au noir, et il y a genre 1 ou 2 secondes et ça reprend. Un peu comme des clignements d'œil. Ouais. Exactement. Okay. Et c'est ce qui permet de cutter chaque séquence. Ouais. Et ça marche tellement bien. Moi, je trouve que visuellement, je me suis régalé en termes d'idées de réalisation. Il y a plein de choses. Dès qu'il veut... Il y a aussi des moments où il prend plus que l'aspect de voyeur, mais aussi où il fait trembler des choses dans la maison, où il déplace des objets. Et tout ça, ça nous place, nous, en tant que spectateurs, parce que nous, on ne peut rien faire, on est juste là à regarder. Je trouve que c'est un film qui peut être presque un peu malsain, parce que tu regardes une famille qui ne sait pas forcément qu'elle est regardée. Tu vois, c'est vraiment ce truc-là. Surtout que, sachant qu'il y a les personnes sous le toit de la maison, elles ont des relations sexuelles, etc. Donc, tu vois, tu as ce truc aussi où, tu vois, il y a des moments où le fantôme détourne le regard, tu sais, presque un peu gêné, ouais. Etc. Bref, j'ai adoré ce film. Très, très bon film à concept. T'en ferais pas 3 heures de ce film-là, parce que forcément, il y a des longueurs, il y a des moments où tu te dis « Ah, c'est dommage que ça soit que de ce point de vue-là, parce qu'on aurait aimé avoir d'autres choses. » Mais le film reste très très beau, c'est filmé avec un grand angle, donc ça crée une immersion totale. J'aurais adoré le voir au cinéma, tu vois. C'est un film que je pense, tu prends une claque encore plus énorme à le voir au cinéma. Donc voilà, quasiment pas de musique non plus dans le film. On est vraiment dans quelque chose de très brut, de très...
voilà, presque documentaire. Ouais. Et de ce que tu m'en parles, ça me rappelle ce film dont j'essaie de chercher le nom depuis tout à l'heure. Ghost Story. Non, exactement. C'est ça. Où on suit le petit fantôme qui m'avait marqué aussi. Le petit fantôme. Il est tout mignon, le petit fantôme. C'est un film que je dois rattraper. Ok. Et dans l'esprit, ça me rappelle totalement ça, donc j'ai très envie de voir ce qu'il en est. Et l'affiche est magnifique. Alors, pas celle qui est connue avec l'ombre, mais juste celle qui est en négatif. Je sais pas si tu vois. Ok, je la vois T'as pas. une photo de la maison en négatif qui est assez géniale. Okay. Et la fin est super et elle raconte beaucoup de choses et c'est super. Super. Et on va passer à mon 6e film qui est un film français. Et oui, je crois que c'est le seul. C'est un peu dommage quand même ça, de ce point de vue-là. C'est Brûle le sang de Akaki. J'étais sûr aussi. Popcats. Ouais, c'était pendant longtemps un de mes top 2-3. Ok. Il m'a énormément plu. Je vais vous lire le synopsis. Dans les quartiers populaires de Nice, un pilier de la communauté géorgienne locale se fait assassiner. Son fils Tristan, c'est toi. Sympa. Voilà, son fils Tristan, qui aspire à devenir prêtre orthodoxe, je ne le savais pas. La blague est longue. Oui, pardon. Se retrouve seul avec sa mère en deuil. C'est alors que réapparaît Gabriel, le grand frère au passé sulfureux, qui revient d'un long exil dans le but de se racheter en lavant l'honneur de sa famille. Et c'est un film qui m'a beaucoup marqué en fait, parce que pour le coup, je suis allé le voir. Je connaissais que le titre. Littéralement, je ne connaissais que le titre. J'avais même pas vu l'affiche. Ne donne pas envie. L'affiche n'est pas belle. C'est vraiment pour moi le point noir du film. C'est pas qu'elle est pas belle. Elle me fait penser à La Cité de Dieu. Ah oui. Tu vois, dans les couleurs. C'est pas faux, même dans l'esprit. Ouais, complètement. Et mais du coup, c'est pas une affiche qui est belle. Donc, pour aller voir ce film, mais je te laisse développer. Et je n'avais pas lu le synopsis. Je n'ai pas vu aucune bande-annonce. C'est vraiment. Allez, l'instinct qui me fait aller vers ce film. Et des fois, c'est ça. Et des fois, qu'est-ce que c'est bien. Et j'ai encore des souvenirs où l'instinct, je me souviens d'il y a 2-3 ans, Red Rocket de Sean Baker, où l'instinct m'a poussé vers ce film sans que je ne sache rien. C'est vrai que mon tu m'en film avais préféré beaucoup parlé, de l'année à l'époque. Et là, Brûle le sang, il m'a fait une très très forte impression. Alors déjà, tout bêtement, parce que j'ai découvert Nice il y a 1 ou 2 ans. Et j'ai adoré me replonger tout simplement parce que j'ai eu des très bons souvenirs dans cette ville. Et je trouvais ça très beau de la mettre en valeur, cette charmante ville. De plus, parce qu'on est sur un film français, mais on suit une communauté qu'on n'a pas l'habitude d'avoir, une communauté géorgienne, donc qui a ses propres codes, qui est plus d'un point de vue spirituel orthodoxe, donc ça va découler sur des valeurs qui sont différentes des nôtres. On a la fraternité, la loyauté qui est très importante aussi dans leur communauté, et forcément c'est quelque chose de très soudé chez eux, donc ça va amener à des situations qui vont être vraiment différentes de si on était sur des Français, on va dire pure souche, comment ils auraient traité les choses. Complètement. Donc de ce point de vue-là, c'est intéressant. Et on est sur un film mafieux. Moi, j'aime beaucoup les films mafieux. Français. Ça, c'est intéressant. Parce qu'on peut avoir la mafia marseillaise, là, on a la mafia niçoise. On pourrait avoir la mafia corse, par exemple. Et je trouve qu'il y a quelque chose qui est vraiment... On est dans le sud, c'est une ambiance que j'adore déjà. Et la mafia, là-bas, c'est quelque chose où vraiment, c'est des codes très stricts, très intéressants, qui moi me parle beaucoup. On est sur une réalisation que toi, je sais, t'aurais pas trop aimé. On est beaucoup sur des courtes focales, donc on est vraiment sur des images qui sont très grandes, très élargies. J'ai vu la bande-annonce, je sais pas si j'aurais pas aimé, peut-être que j'aurais pas aimé, mais je trouve l'idée, ça crée un vrai style visuel qui est intéressant. Et voilà. Très marqué. C'est pas plat. Ça, en fait, pour moi, ça renforce la paranoïa, la sensation d'être épié. Complètement. Parce que le personnage de Tristan, il vit dans un entre-deux, entre sa vocation orthodoxe et les problèmes liés à sa communauté et à l'assassinat de son père qui sont vraiment très marquants. On a aussi toute la fracture avec sa mère qui est endeuillée. Évidemment, lui aussi l'est, mais comment il doit gérer le conflit avec sa mère et le retour de son frère qui est très conflictuel, qui est joué par un excellent Nicolas Duvauchel. J'ai pas de visuel. Tu verras sa tête après, tu l'as forcément déjà vu. Et j'ai beaucoup aimé la prestation de Florent Hill, qui est pour moi une révélation, donc qui joue ce personnage de Tristan. Donc voilà, il y a des très belles valeurs, il y a des moments très marquants. Une histoire qui se tient bien du début à la fin, et c'est vraiment typiquement du cinéma français qui parle de très beaux sujets pour moi, avec tout en plaçant, on va dire, sur son échiquier des pions différents, donc une communauté différente, un style visuel différent, une narration différente, et en s'inscrivant dans le film mafieux qui
me permet moi d'accrocher immédiatement à l'histoire. Et le sujet, moi j'avoue, fraternel, on va dire, les sujets sur deux frères me parlent énormément. J'ai beaucoup d'attache pour ces films-là et il y aura un autre film sur deux frères. J'allais le dire. Moi, c'est un sujet qui me marque à chaque fois. Donc, je brûle le sang. Je vois j'ai du coup adoré. Nicolas Duvauchel, je vois effectivement. Il y a aussi Finnegan Oldfield que moi j'aime beaucoup. Exactement, qui est super dans le film. Donc, brûle le sang, exceptionnel. Et dommage qu'on n'en ait pas plus parlé dans le cinéma français de cette année. C'est un film que je voulais rattraper, mais je pense que c'est aussi un film à découvrir au ciné. Enfin bref. Pas nécessairement, Pas spécialement. Comme tous les films, c'est mieux au ciné, bien mais sûr. franchement, ça peut se découvrir partout et c'est super. Rattraper peut-être Voilà. pour cette année 2026. On entame le top 5, film vu au pif. Tu vas savoir ce que c'est. Là, je l'ai plus en tête. Redux, Ok. évidemment, Ok. des frères Magnus. Voici le synopsis. Pour venger la mort de sa fille, Irene Kelly voyage à travers des univers parallèles, pourchassant et tuant le meurtrier. À répétition, prisonnière de sa soif de vengeance, elle risque d'y perdre son humanité. Mon film préféré du pif. T'en avais parlé en très bien. On en a parlé énormément dans l'épisode dédié. Et les univers parallèles, c'est toujours compliqué, je trouve. Ouais, ça peut être... J'avais pas aimé, même si il y a plein de qualités, je n'avais pas aimé Everything Everywhere All At Once. Ouais. Je sais que ça fait. Il y a ça plein peut de faire raisons. crier, Non, pas de soucis. mais j'aime pas le trop, Ouais. Évidemment. le surréel. Et là, c'est ce que je retrouve dans ce film, c'est ce truc de très réel. C'est-à-dire qu'on est sur un thriller, un peu un film d'action, mais très sombre, très noir. Et en fait, ça marche tellement bien. C'est-à-dire que on parle d'univers parallèle. On est quand même sur un cinéma de science-fiction. Et pourtant, je m'y retrouve énormément. Moi qui sont moins cinéma de science-fiction, celui-là, j'ai adoré parce qu'il vient puiser des choses dans le réel qui nous parlent, évidemment, parce que forcément, on peut tous se poser la question de s'il y a un tueur en série qui tue l'un de nos enfants, comment tu réagis? Et c'est ce truc de tu apprends à connaître ce personnage de la fille, de la mère, qui est jouée justement en plus par la sœur des frères réalisateurs. Magnus, qui s'appelle Michaela Magnus. Je pense que eux, ils vont faire des très bons films, les frères. Une bien belle famille et j'espère qu'ils réussiront. Exactement. Et donc, tu en apprends de plus en plus à travers tous les voyages qu'elle fait, les personnages qu'elle rencontre, etc. Tout vient au fur et à mesure du film. On comprend aussi, moi, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il n'y a pas une scène où ils expliquent pendant une quinzaine de minutes comment ça fonctionne, pourquoi c'est ça. Exactement. Non, ça vient se fait au fur et à mesure par des petites questions de droite à gauche. On comprend pas forcément tout, on sait pas forcément où est-ce qu'elle a eu sa machine. On s'en fout. Il n'y a pas besoin. C'est pas le sujet du film, il est pas là. Le sujet, c'est comment tu vins cette comment tu acceptes, ou en tout cas comment tu réussis à surmonter cette perte, comment tu la gères en tant que mère, parce que c'est encore un sujet encore plus important, je trouve, en tout cas plus difficile et plus marquant en tant que mère. Oui, bien sûr. Mais tu vois, il y a vraiment ce truc qui est marquant et qui, moi, m'a scotché. Je trouve les deux actrices vraiment formidables, parce que du coup, il y en a une autre qu'elle rencontre, qui fait évidemment écho par rapport à sa fille. Elle n'a pas de famille, donc elle qui vient de perdre sa famille, il y a un truc qui... Elles sont faites pour se voir, enfin pour être liées entre elles, et ça va créer une relation hyper fusionnelle. C'est beau visuellement, il y a une musique qui est magnifique aussi. Enfin bref, je trouve que ce film a énormément de qualité, et puis on l'a vu dans une super salle, donc le Max Linder, c'est tellement génial. Donc voilà, si vous voulez mon avis un peu plus long, n'hésitez pas à aller écouter les épisodes sur le pif. Moi, c'est mon top film vu au pif, en tout cas, c'était assez grandiose, et ouais, rien que la première scène du film avec les flammes là où elle est en train de brûler l'homme sur une chaise, enfin une belle entrée en matière. Les scènes d'action, elles sont dingues, alors qu'elles sont pas... tu vois, on sent qu'il n'y a pas eu des millions et des millions. Moi, je pense à la scène de course-poursuite dans la voiture. Ça marche tellement bien, et pourtant, on est que dans sa voiture à elle, et t'es à fond.
T'es à fond, Ouais, c'est génial. Moi, pareil, il est en queue de peloton, mais j'aurais adoré l'ajouter à ce top. En 5e position, j'ai Évanoui de Zach Cregger. Ouh. Et oui, Tu n'as pas arrêté d'en parler cette année. Il était temps de le mettre dans ce top. Évidemment, l'un des films d'horreur de l'année, je pense. Alors, je les ai pas tous vus. Il y en a un que j'aurais adoré rattraper, c'est Bring Her Back, qui apparemment était formidable. Et d'ailleurs, il y a quelques réalisateurs du PIF qui en ont reparlé dans leurs interviews en le recommandant. Donc, je suis un peu dégoûté de ce point de vue-là. Mais Évanoui, ce que je peux vous dire, c'est qu'il est super. Alors, le synopsis. En plein cœur de la nuit, les 17 enfants d'une classe de l'école primaire de Maybrook, aux États-Unis, se réveillent à une heure précise et s'enfuient de leur foyer. Mus par une force inébranlable, ils sont partis à la course et personne ne sait où ils s'en ont allés. Tous ont disparu, sauf un. Et je viens de remarquer que pour l'instant, on n'a dit aucun film pareil. C'est vrai. Et on est quand même à la 5e position. On n'a aucun film en commun. Mais c'est possible qu'on n'en ait aucun du tout. Hein. Non, je pense qu'il va y en avoir au moins un ou deux peut-être. Ah ouais? Ouais. Je regarde. Moi, j'en connais un déjà, mais tu verras par la suite. Okay. Ah oui, ok. Donc, Évanoui, moi déjà, en fait, le marketing du film, comme je l'avais expliqué dans le podcast, je sais plus dans lequel j'en parlais, le marketing du film m'a complètement scotché. C'est quoi déjà? En fait, c'est l'affiche et le synopsis. T'as l'affiche avec les deux enfants qui marchent les mains derrière le dos. Naruto. Oui, exactement. J'en parle dans le focus Halloween, c'est ça, ça m'est revenu. Exactement. C'est vrai que t'en avais parlé, c'était de ce film-là dont t'avais parlé. Oui, exactement. Donc je vais faire un peu bref, si vous voulez aller le retrouver donc dans le focus Halloween. Complètement. Mais donc l'affiche qui est très marquante, le synopsis qui dit 17 enfants disparus, il en reste qu'un. Oui, c'est hyper intriguant. Et que sont devenus les autres? Et tout le monde veut savoir. Complètement. Et moi aussi, je veux savoir. Ah, mais tout le monde veut savoir, je te le dis. Parce que c'est le plus grand mystère de l'année 2025. De finalement. la planète. Exactement. Et c'est formidable d'avoir un film d'horreur avec du sang neuf, du frais, plein de nouvelles têtes, ou alors qu'on a vu très peu, voilà, mais on a quand même Josh Brolin en grosse tête d'affiche, mais voilà, on a quand même pas mal de sang neuf, avec une narration différente qui n'est pas linéaire, mais qui suit personnage par personnage, qui vont faire qu'il y a des choses qui vont s'entrecroiser, j'en dis pas plus, et un vrai film d'horreur, pure horreur, qui va se concentrer sur amener un suspense, une tension très forte tout au long du film, et faire perdurer ce mystère le plus longtemps possible. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est que des fois, ça saute trop vite les mystères, et là, vraiment, il n'y a aucune réponse qui est possible, on fait en sorte de garder ça secret jusqu'à la fin, en tout cas le plus longtemps possible. Et ça marche extrêmement bien, c'est ultra captivant. Dommage que j'étais tombé sur une mauvaise séance avec un public très agité. Non. Mais le film m'a néanmoins beaucoup marqué. Oh non, la fameuse séance où les gens crient. Ouais, ça c'est énervant. C'est un peu le problème avec les films d'horreur. Tu l'avais vu dans quel type de salle? UGC. Bah oui, mais toi aussi tu cherches, faut aller voir Max Linder. Effectivement, et donc ouais, non, ça reste un des très bons films d'horreur que j'ai vu ces dernières années, et mon top 5 logique de cette année 2025. Et ben on rentre dans le top 4. Bon, on est déjà rentré dans le top 5, on rentrera dans le top 3. On va pas le dire à chaque fois. On va pas le dire à chaque fois. En 4e position, j'ai mis Bugonia de Yorgos Lanthimos. Okay. Deux jeunes hommes obsédés par les théories du complot enlèvent la PDG d'une grande compagnie, convaincus qu'elle est en réalité une extraterrestre dont la mission est de détruire la planète. Rien que ça. C'est énorme. Je n'ai pas vu non plus ce film. Non, mais il y a plein de films de ton top que j'ai pas vu. C'est énorme. Moi, alors c'est adapté du film asiatique Save the Green Planet. Donc Bugonia, c'est complètement fou. C'est complètement fou. C'est-à-dire que tu suis deux gars complètement paumés, qui sont persuadés que cette meuf-là, est une extraterrestre. Et pourquoi pas? C'est génial. Okay. C'est génial parce que il y a un truc de... Tu te dis, mais doit y en avoir 1000 des gens comme ça. C'est-à-dire des gens qui pensent que la planète est plate. Des gens qui pensent que, je sais pas, 1000 choses. Et d'ailleurs, il y a des cartons qui séparent avec plusieurs parties où la Terre est plate et où elle devient de plus en plus... Je crois qu'il y a des... Je sais plus ce qui se passe, mais je crois qu'il y a des murs qui se créent. Enfin bref, ouais. la théorie de la Terre plate se confirme de plus en plus, et la théorie du complot se confirme de plus en plus. Et j'ai adoré, déjà j'adore Emma Stone, je trouve que c'est une actrice exceptionnelle, et Yorgos Lanthimos l'a fait jouer de manière
assez grandiose. J'avais adoré Pauvre créature dans l'année dernière, qui était d'ailleurs dans mon top. Je trouve qu'il y a quelque chose visuellement, alors qui est moins farfelu que Pauvre créature, c'est-à-dire que c'est quand même un peu plus soft, mais parce que le scénario est aussi bien farfelu. Et ouais, que dire de plus? En fait, le problème, c'est que je peux pas spoiler, parce que le film te surprend de seconde en seconde. Les gars sont tellement cons, mec, que c'est génial. En plus, le frère est parce que ils sont de la même famille, mais ils sont pas frères, ils sont cousins. Tu sens que le cousin est un peu handicapé, et donc qu'il est complètement sous le contrôle de son cousin. Ils vivent dans une baraque où tout est insalubre, ils mettent des films aluminium sur les fenêtres, enfin, ça n'a aucun sens. Et t'as Emma Stone qui est là, qui se dit « Qu'est-ce que je fous là ? Qu'est-ce que je fous là ?» Ils lui rasent la tête parce qu'ils ont des théories comme quoi ils ont des capteurs dans les cheveux, les aliens, et du coup ils peuvent communiquer avec le vaisseau mère. Il fait des maquettes, c'est-à-dire qu'il dit... Alors j'ai pas de photo du vaisseau, mais j'ai réussi à refaire une composition en 3D. Enfin, c'est complètement con. Et j'ai adoré. Moi qui adore les théories du complot, j'adore me renseigner là-dessus. Qu'est-ce qui se passe dans la zone 51 ? Qu'est-ce qui se passe ? Il y a tellement de choses que tu as envie de savoir, qui sont délirantes. Ce film le prend de manière très sérieuse. C'est-à-dire que c'est les personnages qui rendent le film très drôle, mais le film, tu vois, il est vraiment en mode si, c'est un sujet qui est important. Et voilà, la fin est grandiose. Je peux pas spoiler parce que ça nique tout le film. Mais regarde-le, c'est génial. Et attends, juste, qui sont les deux cousins ? C'est Jesse Plemons. Excellent acteur. Oh, j'adore ce mec. Excellent acteur. Et puis là, vraiment, il est sale sur lui. C'est-à-dire que sa peau, tu sens que... Non mais mec, c'est immonde. Visuellement, c'est immonde. Et l'autre, c'est Aidan Delbis, qui est un peu plus inconnu au bataillon, il me semble. Oui, qui n'a fait que Bugonia finalement. C'est lui qui joue le cousin un peu sous l'emprise. Ouais, bah tu peux le voir que il a la tête de l'emploi, sans vouloir stigmatiser. Hein. Oh, la violence. Après, c'est vrai qu'en face, t'as Jesse Plemons qui est Todd le malveillant dans Breaking Bad, on s'en souvient. Non, mais mec, et qui est toujours aussi malveillant, ce type. Il est tout le temps malveillant. Il me régale. Dans ce film, il est tellement con, mec. En fait, t'as un truc où elle finit par rentrer dans leur jeu. Et en fait, t'as un truc où les gars sont tellement obsédés par ça qu'ils font « Ok, bon, bah c'est bon, là, elle nous manipule plus. Ouais. Elle nous dit la vérité. » Et je sais pas, ça me donne très envie de le voir. Je me suis régalé. Et je pense que tu pourrais te régaler parce que c'est aussi typiquement ton style d'humour. Moi, j'ai pas arrêté de rire devant ce film parce que... Et j'ai été surpris, je me suis laissé embarquer. Émilie, elle avait vu la fin venir. Moi, je me suis laissé embarquer, j'ai pas vu la fin venir. C'est génial, j'ai adoré ce film, voilà, top 4. Et moi en top 4, vous allez dire que je fais le forceur. Non, en vrai, je fais un peu le forceur, mais j'avais envie de défendre ce film, c'est Black Phone 2. Personne ne l'aura aussi haut dans son top 7. Il est tellement bas dans mon classement. Non, en vrai, j'avoue, j'aurais dû interchanger avec Évanoui quand même. Je suis un peu un abuseur. Non mais Black Phone 2, c'est génial. Top 3 ? Non, top 4 ? Non, top 4. Alors, encore, t'aurais dû le mettre au début du classement, peut-être top 10. Ben non, en vrai, j'aurais peut-être dû mettre Évanoui, mais c'est comme ça, c'est fait. Écoute, c'est fait, c'est ton avis, il est propre à toi. Et ça viendra m'insulter. Tu te feras insulter. J'ai l'habitude, de toute façon. Faut qu'on en fasse un risque de ce truc-là, parce que top 4 de l'année. Meilleur film d'horreur de l'année, Black Phone 2, voilà, je le dis. Top 1, Mac Walter. Pas la même ambiance. Ouais. Non, Black Phone 2, voici le synopsis. Depuis son enlèvement, Finney peine à retrouver une vie normale, tandis que sa sœur Gwen est tentée par des cauchemars où 3 garçons sont traqués dans un camp de montagne. Convaincue qu'un mystère s'y cache, elle entraîne Finney à Alpine Lake, malgré le blizzard. Là, ils découvrent le lien effroyable entre l'attrapeur et leur famille et doivent affronter un tueur que la mort semble avoir rendu invincible. Donc, suite de Black Phone, encore une suite qu'on n'attendait absolument pas. C'est vrai que celle-là, on l'attendait vraiment pas. Et pour le coup, j'ai préféré à l'original, au premier. Parce que, encore une fois,
États-Unis, années 80, dans un nouvel environnement. Je te régale. Ah, mais j'ai adoré. Je te régale. La Attends, réalisation. t'as mis Black Phone 2 avant ton super film dont t'as parlé, que t'as vu récemment. Ouais. Tu te régales, toi. Je suis un abuseur, je suis un maxeur, finalement. Hâte de voir le top, hein, parce que là... Tristan, il a peur, là. Il a très, très peur. Et en fait, j'ai adoré qu'ils reprennent la même musique de générique qui m'avait marqué à l'époque. La musique de générique est exceptionnelle et le générique, on l'avait dit, de Black Phone est dispo sur YouTube, donc allez le voir. Là. Ça, c'est un vrai bon plan des Black Phone. C'est une intro qui te met direct dans l'ambiance et c'est sombre, c'est vraiment sombre et c'est excellent. Donc là, ils ont refait la même, mais version enneigée, on va dire. Donc déjà, ça te remet dans l'ambiance. Ensuite, on a une caméra 16 mm, je crois que c'est quelque chose comme ça, pour filmer les séquences de rêve. 8 ou 16, je sais plus. Sans avoir de musique ni rien, mais juste le défilement de la pellicule. Moi, j'ai trouvé ça magnifique. Je pensais que tu parlais des points de vue horreur après dans le film. Non, tu sais, c'est les parties quand ils sont dans les rêves de Gwen. Ah si, c'est ça. Où en fait, oui, voilà, okay, c'est ça, c'est je pensais filmé que tu parlais du générique du coup. Alors, je crois que c'est 16 mm, mais avec la pellicule qui défile, et je trouve que c'est des moments où tu sais qu'il y a un screamer qui va arriver, mais qui sont très intenses parce que il n'y a pas de musique et l'image, elle est vraiment très granuleuse, etc. et très marquante. Ensuite, je trouve qu'on a une belle exploitation de l'endroit où ils sont, c'est-à-dire un chalet dans la neige, etc. Je trouve que c'était un bon moyen de faire une rupture avec le premier, d'avoir quelque chose de complètement différent. Parce qu'on pouvait se demander comment ils allaient se renouveler. C'est ça aurait presque pu être un préquel, ce film. Voilà, c'est ça. La manière aussi dont il ramène le tueur, on va dire, en quelque sorte, j'en dis pas trop pour pas m'étaler sur le sujet, mais que je trouve assez original, qui pourrait être farfelu de prime abord, mais qui respecte assez bien le matériel de base. Complètement. On a aussi les comédiens où ils ont pris un peu en maturité, donc c'est un peu plus plaisant, j'ai envie de dire, de les suivre dans leurs aventures. Et on a un dispositif qui est vraiment moindre, hein. On a très peu de personnages dans un lieu clos, dans un environnement très particulier, avec une histoire très sombre, et qui, moi, m'a vraiment rappelé un peu d'une certaine manière un hommage à des films slasher et horreur des années 80-70, qui avaient vraiment cette coutume d'avoir déjà une image très sale et d'avoir un style visuel qui n'hésite pas à aller dans le crade, et aller dans ce que peut faire de pire les vices humains, notamment. Et de ce point de vue-là, ça m'a beaucoup plu, même si la narration ne révolutionne rien. J'ai trouvé que c'était assez saisissant et assez effroyable à certains moments pour me faire passer un vrai bon moment de cinéma horrifique. Comme j'aime les voir, en fait, je suis parfois bon client, parfois bon public. J'aime des films qui vont être parfois considérés comme mauvais, mais moi, ça va me faire passer un bon moment. Je pense à des films de cette période, de ces années-là, qui sont horrifiques et qui peuvent avoir une sale réputation, mais moi, en fait, j'aime l'expérimentation, j'aime quand les réalisateurs ils mettent les mains à la pâte, quoi. Et voilà, ça m'a rappelé tout le cinéma que j'aime, et ça m'a fait kiffer, tout simplement. C'est vraiment purement sur le ressenti où j'ai adoré, et c'est peut-être pour ça qu'il est aussi haut, et parce que j'avais envie de le défendre aussi, et je sais qu'on sera très peu, si on fait nos bilans de l'année, à l'avoir aussi haut dans le classement. Ça, je peux le prédire, effectivement. Et c'est pas grave, moi je passe une grosse dédicace à Scott Derrickson, qui boss. me régale avec le premier Black Phone, ce Black Phone 2, Sinister. Voilà, j'adore tout simplement, et je suis content qu'il y ait encore des réalisateurs qui aient un peu cet état de grâce de vouloir refaire vivre le cinéma de leur pas de leur ancêtre parce que c'est exagéré, mais de leur enfance à travers des films plus contemporains qui usent de ces codes-là. Complètement. Voilà. Non, mais j'avais passé un bon moment devant le film, et je trouve qu'il a des très bonnes idées, il arrive à se renouveler, alors que c'était compliqué quand même de partir après le Black Phone 1, parce que ça finissait bien l'histoire, et c'était un peu étrange de faire une suite. Et non, il arrive à bien se renouveler, ça devient intéressant parce qu'on suit un personnage qu'on n'avait presque pas assez développé dans le premier, où c'est un peu un préquel et à la fois une suite, donc c'est cool. C'est ça. Donc je comprends. Il n'aurait pas été du tout dans mon top, mais je peux comprendre. Je peux comprendre que tu... C'est gentil de me soutenir dans ma démarche. Je serais peut-être le seul. Et on passe au top 3. Et on rentre directement dans le top 3. Alors là, je vais pas du tout être original. Je pense que tout le monde l'a dans son top de cette année. De quel film tu parles ?
Une bataille après Oui. l'autre. Ah, je le voyais De plus haut. Paul Thomas Anderson. Bob est un ancien révolutionnaire plongé dans une paranoïa, survivant en marge du système avec sa fille Willa, pleine de fougue et d'autonomie. J'ai juste envie de dire, DiCaprio, il est exceptionnel. Monstre sacré du C'est un cinéma. non mais ce mec, c'est énorme. La musique est folle. Les plans sont dingos. Les plans sont vraiment dingos. C'est-à-dire que je découvre avec ce film le cinéma de Paul Thomas Anderson et ce que j'ai aimé, c'est t'as pas que des beaux plans. C'est des plans principalement qui vont chercher à raconter quelque chose et t'as des très beaux plans parce que c'est nécessaire à certains moments. T'as des très beaux plans larges qui utilisent le décor, la mise en scène pour créer justement de très beaux plans, mais des fois t'as des plans un peu plus mid qui juste il faut filmer ça, donc on va filmer comme ça. C'est pas moche, hein, loin de là, mais c'est un peu plus mid et ça m'a beaucoup plu. Qu'est-ce qui m'a beaucoup plu dans ce film ? La musique m'a beaucoup plu, la musique d'intro qui revient à plein de moments dans le film, elle est géniale. DiCaprio, Benicio del Toro, Sean Penn. Un trio. De Non, mais têtes c'est énorme. splendide. C'est énorme. Non, mais en vrai, moi, j'ai adoré ce film. En plus, on l'a vu au Max Linder, donc dans Encore, une putain, salle. On en a vu plein en Ah, fait. on en a vu. Mais mec, cette on s'est année. régalé cette année au Max Linder. Hein. C'est bien. C'était génial. Et ouais, en fait, c'est un film qui dure pourtant 3 heures, il me semble. Un peu moins, mais 2h50. qui en est pas loin, ouais. Et qui passe, moi il est passé à une vitesse, je trouve qu'il y a un montage et un rythme qui est effréné dans ce film, t'as l'impression d'être dans une course-poursuite continue, il y a des scènes qui sont légendaires, qui sont hyper marquantes, je trouve que ça s'enchaîne ultra bien, on comprend ce qui est nécessaire de comprendre, c'est un sujet hyper important et très actuel aux États-Unis, donc tu vois, nous on y connaît, on est moins touché par par ce fléau aux États-Unis, mais c'est actuel et c'est le cas. Donc ça résonne et t'as ce truc avec les révolutionnaires de l'époque dans laquelle dans lequel ils sont au tout début. Mais bref, je sais pas pourquoi j'ai adoré ce film. Enfin, si tout le monde l'a aimé, donc je sais que pourquoi, c'est parce que c'est un très bon film, tout simplement. Mais voilà, je pas envie de détailler beaucoup plus parce que tout le monde a dit son avis dessus, mais j'ai passé un excellent moment devant ce film. Ouais, moi ça me peine de ne pas l'avoir mis dans mon top, je préfère le dire tout de suite. Donc en fait, tu n'auras qu'un film en commun. Maintenant que j'ai revu les films que j'avais, oui. c'est assez dingo. Et c'est dingo d'ailleurs qu'il n'y ait qu'un seul film en commun qu'on ait dans notre top, mec. Et qui sont même pas à la même position. Oui, et complètement différents. Et alors que c'est des... Enfin, on a vu beaucoup de films ensemble. On a vu beaucoup de films ensemble, et pourtant, ouais, c'est vrai qu'on en a vu aussi beaucoup pas ensemble. Et donc, moi, ça me peine un peu, parce que j'ai eu du mal à rentrer dedans dans le prologue, j'ai eu du mal à m'attacher au personnage, de manière générale. Sean Penn. Ah non, mais je dis pas, encore une fois, ils sont tous très bons dans leur rôle, mais c'est leur personnage dans l'écriture, ça m'a pas intéressé de les suivre, je trouve, pour la plupart, sauf peut-être la fille, que moi j'ai trouvé... elle est exceptionnelle. La fille de DiCaprio, qui déjà joue très bien pour son âge. Tellement badass. La vingtaine, ouais. Des rôles badass qui l'attendent. Ouais. Cette fin-là. Et puis, je trouve son personnage vraiment... il me parle plus que les autres, en tout cas. Que tous les autres adultes dans ce récit. DiCaprio, et sa robe de chambre. Non mais après il est rigolo, hein, DiCaprio. Il est juste là d'ailleurs, DiCaprio là sur la table. Complètement, la 7ème obsession, virement. Voilà. On vous le montre ici, voilà, comme ça on s'assure une belle pub. Un beau partenariat. Bien juteux, tu sais. Aucun. Rien. C'était ton top 3, c'est ça. Mon top 3. Mon top 3, je vais pas avoir besoin de dire le synopsis parce que c'est le seul film qu'on a en commun, c'est F1 de Joseph Kosinski. Oh, il est haut. Ah, il est très haut. Ah, tu pensais pas à lui? Ah non, je pensais pas du tout à lui. Ah, on en a un autre alors. Peut-être. Ah, peut-être. Ah, je suis curieux de voir ça maintenant. Peut-être le top 2 que toi t'as. Bon, bref. Ok, intéressant. Ok, surtout je pensais moi, pas j'ai du tout. aucun visu là sur tes films que tu peux avoir avant. Ok, non, bah du coup, je pense qu'on l'a pas. Parce que, bref. Putain, c'est intéressant de pas F1. spoiler, rien que pour ça. Donc F1, Tristan vous avez magnifiquement fait le synopsis juste avant. C'était super ce synopsis. Incroyable, tout simplement. Incroyable. Oui. J'ai adoré Top Gun Maverick qui m'a fait renouer avec Top Gun parce que j'ai eu un peu de mal avec le premier film de Tony Scott. Mais Top Gun Maverick, j'avais adoré tout simplement. Ah ouais. La réalisation, elle est...
En fait, c'est vraiment tout ce que les réalisateurs avec du budget devraient faire. Vraiment à ce niveau-là. Ah oui, tout ce que les grands blockbusters avec du cinéma d'action, clairement. Devraient entreprendre. Clairement. Et là, un film sur la F1. Alors moi qui ai beaucoup regardé la F1 pendant quelques années et qui m'en suis détaché depuis 3-4 ans finalement, et ben je me suis retrouvé pas mal dans ce film. Évidemment, il y a un point qui a fait grincer des dents certains, c'est que aucun pilote de 40-50 ans ne peut revenir à ce niveau-là après autant d'années. Ça, mais si on nommait ça, franchement, c'est spectaculaire. C'est, je trouve, assez bien retranscrit et vulgarisé pour les néophytes de la F1, ceux qui n'y connaissent rien. Un casting fou furieux qui fonctionne à merveille, qui met en tête des cadors, des têtes d'affiche avec des Javier Bardem, Brad Pitt et des plus petits rôles. Alors j'ai oublié son nom malheureusement. Ah, t'as pas préparé? Au coéquipier de Sonny Hayes finalement. Mais c'est bien, oui, c'est vrai que. Mais tu vois, c'est bien parce que ça met en avant d'autres jeunes acteurs avec des grosses têtes d'affiche. Et il a fait tellement d'entrées ce film que c'est un acteur qui va rester. Exactement, dans les mémoires. Très bon en plus, qui arrive à avoir plein d'émotions dans le film parce que c'est vrai qu'il est. C'est un jeune fougueux qui au début peut paraître un petit peu trop que de façade, et en fait non, il est hyper profond. Il y a un truc qui se crée de sa génération, et de sa génération aussi, le fait qu'il soit de la pure génération réseaux sociaux qui est complètement en décalage avec Sonny Hayes. Des plans à couper le souffle, vraiment, on s'y croirait à chaque fois et c'est très impressionnant. Le fait aussi, tout bête, mais d'avoir intégré les vrais pilotes de F1 pour plus d'immersion. Certains pourraient dire c'est bizarre de ne pas avoir tout reconstitué, mais déjà c'est un choix pratique et budgétaire et logique, et surtout ça permet d'ancrer dans une époque qui est intéressante. Quand on le reverra dans 10 ans, pour les fans de F1, on se dira il y avait tel pilote et tout. De ce point de vue-là, moi je trouve ça rigolo et réaliste. Moi, c'est ce que j'avais mis un doute de est-ce que ça va pas mal vieillir ce truc de. Mais pour moi, non, en fait. Mais peut-être pas. Et plutôt que de recréer 20 équipes auxquelles on ne croit pas, autant garder celles qu'on croit et les intégrer subtilement au récit. Voilà, c'est ça. Et effectivement, c'est un cinéma qui est ultra performant, qui surfe sur les mêmes codes de réalisation que Maverick. Que Top Gun Maverick, avec des caméras qui vont pas noter directement sur les F1. C'est génial. Des grands feux d'artifice dans tous les sens. Je crois que c'est de l'IMAX un peu, ou je sais pas, j'ai l'impression que c'était immense en termes de taille d'écran. Oui, il me semble qu'il y a beaucoup d'IMAX dans ce film. Donc vraiment, on a une impression de grandiose et de travail bien fait en fait, qui est juste sublime dans ce film. Et en termes de blockbuster, de divertissement et d'action, c'est un de mes préférés de l'année tout simplement, et c'est pour ça que je le place aussi haut. On peut passer au top 2, j'ai l'impression. On peut passer au top 2. Et là, je suis dubitatif. Qu'est-ce que tu vas mettre? Je n'ai aucune idée. Ah, mais ça, tu l'auras pas dans toi parce que tu ne l'as pas vu. J'ai mis Les enfants vont bien de Nathan Ambrosioni. Ah putain, c'est le film français fait par le jeune réalisateur. Exactement. Voici le synopsis. Un soir d'été, Suzanne, accompagnée de ses 2 jeunes enfants, rend une visite impromptue à sa sœur Jeanne. Celle-ci est prise au dépourvu. Non seulement elles ne se sont pas vues depuis plusieurs mois, mais surtout Suzanne semble encore absente à elle-même. Tout simplement excellent. Absolu de cinéma. Absolu. Pour ma part, ouais, parce que c'est le seul film français, il me semble, de la liste. Après, tu as eu quand même un chinois, un irlandais, tu as eu beaucoup de cinéma varié. Un australien, parce que Mémoire d'un Scarabée, c'est australien. Moi, un film iranien. C'est beau. C'est beau de voir qu'il n'y a pas des blockbusters américains qui sont dans... On en a quand même beaucoup. On en a beaucoup. On n'a pas que ça. On n'a pas que ça. Surtout toi avec Black Phone, qu'est-ce que tu nous fais? T'as complètement pété les plombs. Les enfants vont bien, donc le 3e film de Nathan Ambrosioni, après Tony en famille, qu'il avait fait aussi avec Camille Cotin, que j'avais un petit peu moins aimé, mais je trouve que c'est un réalisateur qui arrive à choper des émotions dans une certaine banalité de la vie, surtout que c'est du cinéma français, donc tu peux avoir ce truc presque, oula, on parle d'un film français sur la famille, sur machin. Et en fait, déjà, visuellement, c'est dingo. Visuellement, moi, j'ai trouvé que
ça n'arrêtait pas. Il y a un nombre d'idées visuelles, de réals, de plans. Il y a des plans qui jouent sur la mise en scène où tu chopes des personnages qui sont, je me souviens ils sont derrière ils descendent, t'as un pan, ils descendent de l'escalier, ils ont un dialogue derrière une vitre, puis ils sortent du champ, tu les perds, et en fait ils repassent devant la caméra et tu pars en travelling avec eux. Enfin bref, il y a un nombre d'idées visuelles dans ce film qui sont géniales. Je trouve que les décors sont ultra bien choisis, parce que t'as aussi ce truc en France de comment t'arrives à filmer certains quartiers de France qui sont vraiment pas beaux. Bien sûr. Tu peux vite tomber dans le pavillon, la zone pavillonnaire en Île-de-France. Bon, là, là c'est compliqué. T'as la barrière verte. Attention, chien méchant. Voilà, avec le labrador et les enfants et les jouets d'enfants dans le salon. Enfin bref, tu peux vite être touche pas mal. Mon poste sur la télé. Tu peux être vite mal à l'aise. Le flunch au repas du midi. Tu peux être très très vite mal à l'aise. Crois-moi qu'il y a beaucoup de choses on est ultra méchant. Non, on est réaliste. C'est vrai. Donc il arrive à filmer des quartiers, il les a vraiment bien choisis, on a c'est beau, il va à un moment donné dans un camping, enfin il fait des choix audacieux, parce que comme je te dis, c'est des lieux où tu te dis pas forcément, même les écoles, etc. Et non, tout a été vraiment bien choisi, tout est travaillé à la lumière, au cadre, à la mise en scène et au jeu. Vraiment, on y croit. Les enfants, c'est toujours très compliqué. On en a parlé tout de suite. On en parle souvent dans exactement. Les podcasts. C'est très compliqué, et je trouve encore plus avec des enfants français. Ouais. Je sais pas pourquoi, mais c'est toujours plus compliqué. Et là, on y croit énormément. Je trouve que le réalisateur Nathan Ambrosiani a vraiment un talent pour la direction d'acteur, pour justement inscrire cette vérité dans il arrive à te procurer des émotions, des fois avec des choses assez banales de la vie, tu vois. Il y a une séquence où juste le gosse, en fait, vu que la mère abandonne les enfants, le gosse est complètement traumatisé et il pisse au lit. Alors qu'il a plus l'âge, enfin entre guillemets, il a plus l'âge de pisser au lit. Et en fait, cette séquence est très longue et elle est plusieurs fois dans le film. Et en fait, avec cette séquence, ça raconte énormément de choses sur la psychologie des personnages. Qu'est-ce qu'ils vivent? Tu te rigoles? Pourquoi tu te moques de moi? T'as mieux à dire? Pardon. C'est moi. Il se moque de moi. Je le vois ricaner quand je dis pisser au lit. Non, mais ça raconte énormément de choses sur la psychologie des personnages. Qu'est-ce qu'ils vivent à quel moment. Et voilà, c'est un film qui m'a beaucoup touché, que j'ai trouvé très très beau visuellement. J'aime bien Camille Cotin. Après, j'ai toujours des fois un peu de mal avec son jeu, mais ça marche très très bien dans ce film. Donc voilà, j'ai adoré ce film, j'ai hâte de voir les prochains films du réalisateur. Je trouve que Tony en famille était déjà très très bien, et celui-là est encore mieux. Très bien, je vais passer à mon top 2. Et le sujet est dingue. Ok, c'est noté. Et c'est The Last Viking par Anders Thomas Jensen. C'est nul. Pas du tout une surprise pour Tristan. Film du pif, donc mon film préféré du pif. Voici le synopsis. À sa sortie de prison, un braqueur cherche son frère, seul détenteur du secret d'un butin. Mais persuadé d'être la réincarnation de John Lennon, celui-ci l'entraîne dans un voyage aussi inattendu qu'improbable. C'est génial, le synopsis est déjà génial. Il est délirant, le synopsis, on peut le dire, il est délirant. Le film est délirant. Et après tous les films de nationalités différentes dont on a parlé, voici un film scandinave. Alors, je ne sais pas si c'est suédois, norvégien, un des deux. Non, danois, je crois que c'est danois. Parce que Mads Mikkelsen... Exactement, donc ça fait plaisir, on aura eu des tops très, très complets. Coup de cœur du pif tout simplement, donc pas du tout un film d'horreur mais une comédie dramatique / thriller qui fonctionne extrêmement bien. On a Mads Mikkelsen qui est formidable, mais lui en fait depuis 10-15 ans il éblouit chaque film où il passe, je trouve, il est vraiment génial. Nicolas Lie-Cass, un acteur que je ne connaissais pas mais qui joue le frère. Complètement. Le frère qui a toute sa tête, parce que Mads Mikkelsen joue le frère qui se pense John Lennon. C'est génial. Voilà. Il joue tellement bien. Mais les deux fonctionnent en complémentarité et c'est très bien. Je vous le recommande tout de suite pour cette année parce que lui a une date de sortie confirmée en France. Il sortira en 2026. Oh là là. C'est très large comme info. Je vous le confirme. Voilà la date. 2026. Vous avez toute l'année pour
pour attendre de voir s'il sort. Non, Faites attention du coup à quand est-ce que ça sortira parce que... Exactement. Non, je crois que c'est au printemps, si je dis pas de bêtises. Allez écouter d'autres podcasts pour savoir la date de sortie. Voilà, exactement. C'est fort ça. C'est assez dingue. Et non, en fait... Le premier sur l'information. Oui. Parloir. Au cœur de l'actualité. Et finalement, c'est un synopsis qui est ultra original, une histoire qui est vraiment très très originale. C'est un film, alors c'est vraiment le film où tu pourrais ajouter la phrase ultra relou, tu passes du rire aux larmes. Alors phrase très nulle, mais c'est totalement vrai. C'est vrai. Là, cette phrase s'applique bien à ce genre de film. Et c'est tellement rigolo et tellement intense dans les émotions que vraiment c'est vraiment tout un cocktail qui marche extrêmement bien. Encore une fois, une histoire entre deux frères, moi ça me parle énormément. Bien sûr. Et j'ai trouvé ça juste formidable et un petit bijou de cinéma européen, donc danois. J'aime beaucoup les films danois aussi, j'en ai vu très peu, mais j'aime beaucoup. Alors, visuellement, en fait, c'est hyper intéressant. je crois que tous ceux que j'ai vus, en fait, c'était que de Nicolas Winding Refn, les autres films danois que j'ai vus. Mais effectivement, c'est un film qui m'a ébloui au pif. Et si vous voulez en savoir plus, j'en ai un peu plus longuement parlé dans un épisode dédié sur le pif. Donc voilà pour mon top 2. On peut passer à nos petites recos rapidement, en un mot. Ah oui, Et les nos petites flops. mentions spéciales. Et nos flops, si on a. Bien joué, avant le top 1. Très rapide. Hein. On distribue comme ça. J'ai mis quelques mentions spéciales de films qui auraient vraiment pu être dans le top. Beaucoup de films français, j'ai remarqué. Je voulais mettre L'Attachement de Karine Tardieu avec Pio Marmaille et Valeria Bruni Tedeschi. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Qui est génial, qui est un sujet hyper triste et qui pourtant arrive à en faire un film hyper poétique, hyper beau. Pio Marmaille dedans est génial, mais Valeria aussi, c'est vraiment, on a cette femme qui ne veut pas d'enfant et qui va devoir en garder un peu contre son plein gré et qui en fait va apporter une certaine attache, une certaine sensibilité à cet enfant parce qu'il est curieux, parce que il est sans filtre, parce que beaucoup de choses et ça marche super bien. C'est vraiment un très très bon film à rattraper. J'ai également mis La Pampa de Antoine Chevrolier, film dont j'adore l'esthétique dans les films français, à savoir le film un peu de campagne. On aime ça ici, les films de campagne. On est sur un film à la pellicule où on est dans le dur, c'est-à-dire que voilà, on filme, c'est de la caméra épaule, c'est une lumière très naturelle, très marquée, c'est très très beau. Visuellement, c'est très très beau, très intéressant aussi. On parle encore de cette question de différence ici sur l'homosexualité, comment dans un petit village à la campagne, il gère en fait encore actuellement ce truc de mais il est homosexuel, ok, donc oui, c'est encore un sujet tabou. J'ai également mis L'épreuve du feu de Aurélien Père. J'ai beaucoup aimé ce film, je trouve qu'il est hyper cringeant, c'est-à-dire qu'il y a énormément de scènes où tu n'as pas envie de regarder ce que les personnages font. Ça marche bien. Et ça marche gros tellement malaise au cinéma, bien. c'est fort quand c'est bien fait. C'est fort. Exactement. Et ça traite, en gros, c'est l'histoire d'un gars qui était ancien gros et qui maintenant est un peu fit et qui ramène une fille très jolie, mais qui est un peu une fille cassos, c'est-à-dire que elle a elle est esthéticienne, elle a des ongles. Elle mange chez Flunch, bon. Et voilà, exactement. Non, mais tu sens que. Et pourtant, malgré ces préjugés que tu peux avoir sur elle, tu vas finalement voir que c'est le personnage le plus humain de la bande, donc c'est génial, j'ai adoré ce film. Je voulais également mettre Alpha de Julia Ducournau, je voulais aussi mettre 5 septembre, et enfin j'arrête après Partir un jour de Amélie Bonin, le film qui a été en ouverture à Cannes. Bah moi, on va dire en mention honorable, j'avais quand même une bataille après l'autre, on va pas se mentir. Le Dossier Maldoror, premier film vu cette année 2025 au cinéma et même tout court, je crois. Moi c'était Nosferatu.
Ah mais Il m'a oui, mis. je suis con. Ok. Mais on l'a Ouais, compté c'était pas en loin, c'était film pas loin. 2024. Totalement. Mais premier film de 2025, c'était Mal d'Aurore. Je vais encore passer pour le mec, le forceur, mais j'avais quand même Mission Impossible. Moi, je me suis régalé. Voilà. Peut-être tu t'es régalé Ah avec oui. les blockbusters Ah, mais américains, évidemment, ils t'ont régalé. Moi, hein. je suis béat devant ça. Tu vois, j'ai les yeux vides comme ça. Je bave et j'adore, tu vois. Tu n'as aucun avis en Non, fait. non, je n'ai aucun avis, aucune âme. Non, en mention honorable, j'avais Redux, j'en ai parlé aussi. J'avais Évidemment. Springsteen aussi. Et pourtant, Ok. c'est dur de me faire aimer des biopics, mais j'ai beaucoup aimé celui-ci. Et ensuite, j'avais Apophéniac qu'on a vu au pif. Oh là là, Apophéniac, c'est grandiose aussi. Hein. Apophéniac, j'avais Black Dog. Voilà. J'ai à peu près fait le tour des mentions honorables. T'as des séries ou pas que découvert en 2025? Je n'ai aucune série. Moi, je ne vais quand regarde pas de même série. parler de Adolescence en 2 mots, parce que ça fait énormément mots de bruit. De Stéphane Graham. Ou 3 mots. Allez, en 2-3 mots. C'est génial. Non, mais c'est génial. De Ah, toute façon, voilà, tout merci. le monde en a parlé de cette série. 4 plans séquences, 4 épisodes, 4 plans séquences. Une histoire qui retourne la tête, vraiment, qui est sur un enfant qui... Ah mais non, je peux pas spoiler. Bah non. J'arrête de parler. Voilà, C'est adolescence, génial, c'est c'est tout, voilà. génial. Merci, Et 2 mots. enfin, Astérix et Obélix, le combat des chefs de, Ah oui, ok, de Alain Chabat, série d'animation sur Netflix. L'animation, c'est génial, ça se permet des choses grandioses et j'ai adoré. Quelques films à rattraper? T'en as mis quelques-uns? Non. Non, mais J'ai mis L'amour au présent, The Brutalist, Sirat, Roofman, L'accident de piano, Valeurs sentimentales, L'inconnu de la Grande Arche, Le Roi Soleil, Les Évanouis. bah, quasiment pareil que toi. Plus Voilà. tous ceux que t'as mis dans ton top et que j'ai pas vu. Donc il y en a un paquet. Et ensuite les petits flops rapidement. Mac Walter pour ma part. Alpha de Juliette Ducournau Oh pour ma non, part. Alpha, c'était super. Marche ou crève, l'adaptation de Stephen King. Voilà, c'est déjà pas mal. Hein. On va pas cracher sur les films non plus. Moi, j'ai mis effectivement Mac Walter, Fucking Fred, comme un léopard, le film de Jonathan Cohen, qui ok. m'a pas du tout plu. J'ai mis In a Violent Nature, que tu adores. Ah, J'ai c'était un film de détesté. 2025 ça. J'ai mis The Monkey, Ballerina. Oh, quand même. T'as passé des bons moments. Tu vois, t'es sur le ressenti, Tristan. T'as passé un bon moment devant Until Ballerina. Dawn. Ne me mens pas, même Until Dawn, arrête. On était ensemble, t'as dit c'est C'est super. des petits flops. C'est pas des flops complets. Non, C'est mais- des 2,5 hein, les fins. The voilà. Monkey, quand même, c'était nul. Hein. Non, The Monkey, je suis d'accord, c'était nul, mais Ballerina, me dis pas que t'as pas passé un bon moment. Si, De là à mais- mettre en flop, c'est un peu exagéré, franchement. Bon, bah, The Monkey, ça s'arrête à The Monkey. Allez. Merci, voilà, j'ai rétabli la vérité mondiale. Ton top 1, Tristan, c'est parti. Mon top 1, que pareil, je n'avais entendu nulle part, je Et que pensais personne va jamais. connaître. Non, mais personne. Parce qu'à chaque fois qu'on en a parlé, les gens font Hein? Qu'est-ce que c'est que ce film? Ça s'appelle The Order par Justin Kurzel. Terrick Husk, un agent du FBI, est chargé d'enquêter sur la hausse importante du nombre de crimes dans le nord-ouest des États-Unis. Au fil de son investigation, il va rapidement découvrir que ces actes n'ont rien à voir avec la mafia, mais plutôt d'un groupe de nationalistes blancs dénommé The Order et mené par un certain Bob Matthew, porté par le grand Jude Law. Non mais ce film, de A à Z... Ça lui a claqué à la gueule. Hein. Mais en fait, c'est presque du contre-jeu pour tous les autres films, de mon point de vue à moi, parce que c'est tout ce que j'aime dans un film. Américain. C'est- On en revient là. C'est beau, 70. c'est un thriller policier. Ouais, ça c'est vrai, c'est un bon point. Il y a des longueurs, il y a des beaux plans, il y a une belle musique, il y a un scénario qui tient la route, il y a des acteurs impressionnants. C'est tout. C'est tout. Comment... En fait, j'étais vraiment fasciné devant ce film. Je trouve... en plus, c'est un film qui est sorti directement sur Prime Video, quelle horreur. Ouais. Et que Mérité vraiment, on a pas. découvert sur un... Enfin, on n'a pas découvert au ciné, donc je me dis, putain, si je l'avais découvert au ciné, quel masterpiece. Mais en fait, c'est des films comme ça que j'ai envie de voir. C'est un style à la Zodiac, à la Seven. C'est des thrillers, voilà, policiers. J'ai reconnu, voilà, une patte un peu à la Fincher dans la manière de raconter l'histoire, de faire intervenir les personnages, les acteurs, tous les uns après les autres, de manière de filmer. Vraiment,
J'ai adoré. Non mais c'est dingue. Il y a des plans qui sont complètement fous. C'est ouais non, je n'ai qu'un mot à dire, c'est aller le voir. Même sur la partie historique à propos du film, clairement, qui est super intéressante, qu'on connaît pas trop, et il y a toujours des choses à explorer qui sont fascinantes. Et puis le sujet est hyper intéressant de comment, en plus ça part d'un livre, mais comment un groupe peut se persuader, on part encore, c'est pas la théorie du complot, mais c'est comment des gens peuvent se monter la tête entre eux, comment ils peuvent être persuadés qu'une idée est la bonne, comment ils peuvent être vraiment fous entre eux et faire des choses horribles, penser que c'est la seule vérité, et comment t'as ce mec qui découvre un peu ça, qui est joué par Jude Law, du coup, qui donne toute sa vie, il laisse tout de côté pour se mettre à fond, parce que pour lui c'est un sujet important à résoudre. Et je sais pas, moi ça me parle énormément, je me suis régalé devant ce film. Ouais, bah tu vois, moi c'est mon top 11, figure-toi. Il y a une place du top 10, mais en vrai il méritait quand même d'être dans le top 10. Il a dépité Tristan. Je suis débité par ton top 10. Le salopard. Et moi j'ai rien dit sur le sien. Hein. Il me régale. Mais oui, voilà. Il est unique en son genre. Il me régale complet. Et moi, j'avoue que je suis pas un grand fan de Jude Law de base, mais force est de constater qu'il est vraiment impressionnant dans ce film. On n'arrêtait pas de se marrer. Oui. La clope comme ça là, tout typique dans les films thriller ou machin, le mec quand qui est énervé, tape sur la table comme ça. Il tape sur la table bien fort, il valdingue tout, il fume sa clope nerveusement là comme ça, et puis il la colle par terre là. C'est ça qu'on son whisky comme si c'était de l'eau, ce salopard. Et puis après il se couche, il se recoiffe comme ça là. Putain merde, c'est les cheveux en arrière avec un peu d'eau dans les cheveux. Un peu à la DiCaprio quoi. Putain, là, chier. Non, moi, je trouve qu'ils ont un charisme, ces acteurs. Que tu le compares bien à DiCaprio, je trouve que c'est une très bonne comparaison. C'est un peu des mecs comme ça. Ils ont quelque chose. Non, mais là, c'est caricatural sur l'énervement, parce que ça nous a fait rire sur le moment, ouais, Al Pacino, un mec comme ça. Complètement. Et juste un petit mot, moi aussi, c'est un film que j'ai beaucoup aimé. Encore une fois, film américain. Sur cette période-là. Celui-là, je pensais qu'il allait être dans ton top. Bah ouais, parce qu'en plus, les mecs qui roulent en vieille Cadillac et tout, il y a tout pour me plaire, même les vieilles bagnoles américaines. C'est l'Amérique comme tu aurais l'aimer, la connaître et vivre. Alors, peut-être pas avec le groupe en question. Je te rejoins là-dessus. Peut-être pas avec les extrémistes. Peut-être loin d'eux quand même, on va pas se mentir. Parce que mais la ville a l'air paisible quand même. Voilà, la ville autour a l'air paisible, il y a des beaux paysages, ça a l'air super. Voilà, les policiers ils fument leur clope, ils la balancent par terre, tu vois, il y a tout qui me régale. Donc non, c'est moi vrai je trouve que le sujet est ultra de cette emprise que peut avoir un groupe, et se servir un peu des faiblesses aussi des humains et des gens un peu perdus, c'est ça aussi que le film raconte. Ouais, et puis il y a plein de sujets à creuser à ce niveau-là, donc c'est un film que j'ai beaucoup aimé aussi. Mon top 1, tu le connais, il est là en place depuis un bon petit moment, depuis cet été. C'est Sinners de Ryan Coogler. Alors qu'ils cherchent à s'affranchir d'un lourd passé, deux frères jumeaux reviennent dans leur ville natale pour repartir à zéro. Mais ils comprennent qu'une puissance maléfique bien plus redoutable guette leur retour avec impatience. Et ben si on m'avait dit que Sinners serait dans mon top 1 cette année, je n'y aurais pas cru, parce que... Mais de toute façon... Vas-y. Non, vas-y. De toute façon, ton top 1, c'est full divertissement. Oui, c'est toi, c'est absolu cinéma. Tu t'es régalé. Moi, j'étais les pieds comme ça, mon pote, mais vraiment mais au cinéma. Tu t'es régalé. En fait, à la fois, je suis surpris qu'il soit top 1 parce que quand je fais le bilan un peu de l'année, je trouve qu'elle est assez faible, mais peut-être c'est ma faute, j'ai pas vu les bons films et pas assez vu de films tout simplement. Mais en fait, on a eu du mal à démarrer cette année, et je trouve qu'on a eu j'ai eu beaucoup de périodes de creux, moi, franchement. Hyper creux. Ça a été beaucoup plus riche en fin d'année, mais du coup, c'était dur de rattraper. Moi, j'ai essayé de rattraper beaucoup de films où je voyais que les gens en parlaient énormément, et j'ai essayé de me forcer à ça. Et c'est pour ça que j'ai un top un peu plus différent, on va dire. Donc j'ai eu beaucoup de mal cette année. Je trouve qu'elle était beaucoup plus faible que 24, 23 ou 22 même. Et donc à la fois ça traduit, je trouve, d'une faiblesse peut-être de cette année, et je dirais d'autre part peut-être que dans une année plus remplie il n'aurait pas fait top 1 Sinners, voilà. Mais je suis quand même super content qu'il soit là, parce que voilà, c'est un film que j'ai adoré. Alors déjà, j'aurais pas misé pareil sur le casting, mais on a un Michael B. Jordan qui joue un double rôle comme on a pu avoir dans des films. Fort, je pense à Légende, où c'est double Tom Hardy. Non mais dans ce film en plus.
Voilà, je pense à... Alors, j'ai pas vu ce film, mais je crois que c'est Gemini, où t'as un double Will Smith. Alors, apparemment, il est pas fameux. Je pense à... Et personne ne l'aura... Sympa tes refs. Sympa, à la prochaine, tu vas voir. Double Impact, où c'est JCVD x2. Le Non, Jean-Claude Van Damme. Là-dessus c'est toi et Moi, JCVD, ton Moi, amour pour JCVD. c'est la régalade pour moi. Mais en fait, il y a eu plein de films comme ça où c'est des acteurs qui jouent un double Mais rôle. c'est tellement dur. C'est tellement dur. Et là, c'est tellement réussi, je trouve. Les deux se complètent très bien. Récemment, dans une série d'un de mes réalisateurs préférés de direction en France, Ah, Marc Ruffalo, oui, ok. qui joue deux frères aussi, deux frères jumeaux. Marc Ruffalo. Ouais. Ok, mais Excellent. je savais pas. Donc déjà, rien qu'à ce niveau-là, c'est très très fort. Et en fait, j'ai beaucoup aimé me replonger dans cette période très sombre des États-Unis où c'était marqué par une forte ségrégation. On était dans les États du Sud. Et forcément, on est introduit dans cette histoire avec ce qui les rattache à la réalité et à une belle vie, on va dire, c'est-à-dire la musique, donc le jazz, le blues, etc. Et déjà, moi, c'est des musiques que j'aime beaucoup et qui ont eu une forte influence dans le reste de la musique mondiale par la suite. Complètement. Donc déjà, je trouve que c'est bien de tirer les origines de là. C'est super intriguant et historiquement, c'est très intéressant. Et en fait, c'est ce basculement où peut-être que plein de gens ont été spoilés de ce qui se passe réellement, mais moi, je n'avais pas été spoilé de ce qui se passe. Quel est le basculement de ce film, alors que c'est assez évident pourtant. Et en fait, ça m'a vraiment ultra surpris en bien. Et j'ai adoré ensuite la partie plus horrifique et plus action, on va dire, du film. Parce qu'on peut vraiment le diviser en deux parties, quoi. En tout cas, un tiers et deux tiers par la suite. Et de ce point de vue-là, ça m'a coupé le souffle, en fait. Vraiment, ça m'a transporté du début à la fin. Super divertissant, super original. Je crois que c'est un des films, on va dire, qui n'est pas un remake ou une suite qui a le mieux marché en 2025. Il disait dans les chiffres, le film a cartonné. Mais je comprends totalement. Le film a complètement cartonné. Et il y a un truc à creuser, moi je trouve, avec un artiste de blues qui est pas très connu, qui s'appelle Robert Johnson. Toi tu connais parce que tu me l'as fait découvrir. Et surtout tu t'y connais en jazz, blues, etc. C'est un bluesman légendaire qui est mort à 27 ans. C'était le premier du club des 27, du tristement club des 27. Il l'a fondé. C'est un peu triste de dire ça. Une belle asso. Ouais. Non, mais c'est le fameux club où des artistes musicaux sont morts à 27 ans. Il a enregistré dans sa vie 29 titres seulement. Donc c'était dans les années 20-30. 3 photos seulement connues de lui. Donc ça entretient encore plus la légende. Et apparemment, il aurait conclu un pacte avec le diable de son vivant. Mais c'est hyper intéressant. Et il est mort dans des circonstances très troubles. On ne sait pas trop ce qui est arrivé. Il a 3 sépultures aux États-Unis. Donc en fait, on ne sait même pas où est son corps réellement. Donc en fait, c'est vraiment légendaire de ce point de vue-là. C'est une musique, si vous allez écouter, qui est un peu mal enregistrée. Donc c'est très granuleux, etc. Mais ça a un côté un peu flippant et un côté un peu chaleureux en même temps. C'est très spécial. Et beaucoup d'artistes contemporains se sont revendiqués de son influence. Et j'ai trouvé qu'il y avait un parallèle très intéressant à faire avec cet artiste, de la vie d'un artiste musical à cette époque-là, et quel est le poids de l'héritage à cause de ça, des traditions, d'une période très sombre aussi, marquée par de fortes ségrégations, et à la fois un cinéma complètement décomplexé dans l'action pure, dans le divertissement, dans l'horreur. Un savant mélange des deux, moi, qui m'a complètement bluffé. Non, mais c'est un très très bon film. Moi, il n'est pas dans mon top parce que le top est déjà très costaud. Ouais, bien sûr. Ça joue. Moi, ce qui m'a principalement dérangé et à la fois impressionné, c'est l'image. C'est-à-dire que j'ai regardé beaucoup d'interviews du réal ou de la chef opératrice qui ont fait le réal est passionné. Tu sens que il est passionné de l'image, il est passionné des formats. Il y a plein de séquences qui sont tournées et plein de plans en IMAX et plein de séquences et plein de plans qui sont tournés en 70 mm, il me semble. Donc c'est le fameux format qui a été utilisé dans très peu de films, mais qui a été utilisé par exemple dans Les 8 salopards. Ah oui, ok, ouais, je vois. Et donc en fait, ça te fait un format ultra long. Oui, ultra long, ouais, c'est du... Et l'IMAX, c'est un format qui est ultra large, mais en hauteur. Et en fait, moi, je l'ai regardé sur ma télé, ça m'a dérangé parce que tu passes d'un tac à un tac. Et en fait, pourquoi pas ? Sauf que moi, j'ai du mal au changement de format quand il n'y a pas une réelle signification. Everything Everywhere All At Once, que je n'aime pas, le changement de format
est intéressant parce qu'il change de format en fonction du monde parallèle dans lequel il est. Ça raconte quelque chose. Là, ici, ça raconte pas quelque chose. C'est simplement pour l'esthétique, et c'est pour ça que je dis que j'aime et j'aime pas l'image. C'est parce que pour moi, c'est dommage parce que ça ne raconte rien et que ça vient me perturber pendant le film. Mais par contre, je peux que dire que c'est magnifique visuellement. Il y a des plans qui sont énormes, très, très beaux. En contre-jour avec le soleil couchant. Enfin, c'est des images qui sont dingues, même avec le feu, etc. Il y a vraiment quelque chose de très beau. Alors, je suis quand même très très peu fan des images dans la voiture. Je sais pas si tu te souviens, à travers les champs de coton. Oui, ça fait un peu faux. Oh, ça fait cheap à mort. Et je sais pas pourquoi, alors que tout le reste du film est vraiment beau. Donc voilà, moi je suis un peu plus réticent sur le film de ce point de vue-là. Je trouve pourtant le scénario hyper intéressant. La prestation de Michael B. Jordan, c'est ça, Michael B. Jordan, hyper forte aussi. C'est un acteur que j'aime beaucoup. J'aime bien aussi le fait qu'il relie avec le présent, qu'il y a un peu, voilà, tout est lié par la musique. Il y a quelque chose de très, je sais pas si c'est solennel, mais très très beau vu de l'héritage musique, comme exactement. Tu disais, Donc voilà. Mais je comprends, mais il est pas dans le top. Et bah voilà nos tops, très différents, un seul film en commun, ça c'est fou quand même. Film. Et F1 surtout. Moi je pensais que c'était The Order. Ouais, même pas. J'avoue que The Order, j'ai un peu déconné. Non, je rigole. Non, je suis très content de mon top. Tu l'as aussi. On réenregistre l'épisode, tu changes un peu. Tu me balayes ton top actuel, là, c'est de la merde. Tu m'enlèves ce Black Phone, qu'est-ce qu'il fout là? Non, on est très content de nos tops respectifs. Ouais, moi je suis très content. Vous allez en plus avoir plein de films pour le coup différents, vu qu'il n'y en a qu'un seul en commun. Et l'année 2026 s'annonce assez grandiose et pour le on placer une deuxième fois. C'était en début de podcast et félicitations à toi. Et on a hâte d'en découvrir plus. Merci à vous de nous avoir écoutés. On espère vous avoir donné envie de découvrir certains films pour dresser une belle rétrospective de cette riche année 2025. Complètement. On vous invite à aller écouter nos épisodes précédents disponibles sur toutes les plateformes de streaming. Il y a plein de films de Stop 10 qui apparaissent dans des épisodes de l'année, que ce soit sur Spotify, Deezer, Apple Podcast ou sur YouTube. Si j'ai la motivation, je les mettrai en description. C'est dit, ce sera peut-être pas fait. N'hésitez pas à noter le podcast sur vos plateformes et à venir suivre l'actualité du podcast sur Instagram. Merci Tristan, on a passé une super baguette 2025. Et on s'est régalé en cette fin d'année. Moi, je me suis vraiment régalé en cinéma en cette fin de l'année, un peu avec le pif aussi. Il y a eu aussi un truc de... J'avais envie de voir plein de films. Il y a eu une belle fin d'année. Et ça me donne envie de continuer cette année 2026 sur les chapeaux de roue. De développer encore plus le podcast. Merci de nous suivre et on espère vous voir de plus en plus nombreux. C'était Parloir. On se donne rendez-vous pour le prochain épisode de podcast. À bientôt et merci. À bientôt. Et un petit générique là.